Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision. On démarre cette semaine puisque nous sommes le 4 novembre 2019. On se rappelle de 1982. Le président Amadou Ahidjo devait donc démissionner en cette journée pour laisser place à son successeur constitutionnel, le premier ministre d'alors, Paul Biya, qui devait ainsi engager un nouveau coup pour le Cameroun, une nouvelle page pour le Cameroun, une nouvelle ère pour le Cameroun, l'ère du renouveau. Dans 2 jours, ce sera le 6 novembre, l'accession du président Biya à la magistrature suprême, célébration qui, comme vous le savez, sera faite à travers le territoire national. Nous avons aujourd'hui une pensée pour le président Amadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun qui démissionna, vous le savez, le 4 novembre 1982. On en parle ce matin pour bien voir que le Cameroun aujourd'hui est à la croisée des chemins. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé ce week-end, madame, monsieur, on a vraiment envie de se dire que il est temps, il est urgent que les Camerounais s'associent, que les Camerounais s'asseyent pour penser leur devenir, pour penser leur avenir, parce que les scènes qu'on a vues à Douala depuis jeudi sont indignes d'un pays comme le Cameroun, avec des jeunes, des abeilles, comme on les appelle, qui ont, comme vous le voyez, pris d'assaut les rues de Douala, carrefour 2 églises, carrefour Anatole, d'autres carrefours aussi, qui ont connu les affres de ces jeunes-là, des personnes agressées au couteau, à la machette. On voit des jeunes marcher avec des machettes dans la rue, dans les rues de Douala. Là, ce n'est pas acceptable du tout, madame, messieurs. On en parle ce matin pour que nous en prenions conscience, parce que la route, la direction que prend ce pays n'est pas du tout la bonne. Il faut faire un changement de cap, le cap de la paix, le cap du vivre ensemble, le cap de la tolérance. Et donc, comme tous les matins, monsieur Batchou Chalamel est avec nous également ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre des Travaux publics, Nganoundou Messi. Monsieur le ministre, les populations dans le Haut-Cam souffrent énormément. Vous avez promis des voies de contournement, ça tarde. Ça tarde véritablement. On s'attendait à voir une voie de contournement entre le village Basseux et Batio. Jusqu'à aujourd'hui, rien. On souffre. Les populations peinent pour pouvoir contourner et aller régler certains problèmes. Pendant qu'ils se plaignent à Basso, ça ne va pas du côté de Makba, du barrage de Makba et des villages environnants. Les spécialistes ont ouvert la vanne pour libérer l'eau comme il est de coutume, sauf que lorsqu'ils ont essayé de refermer, la vanne ne donnait plus. Conséquence, inondation. Ça a perturbé même l'installation du nouveau sous-préfet. Vraiment. Ce pays. Voilà, monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h40 dans le cadre de sa chronique quotidienne. C'est la colère de Chalamel au cœur du 10-12, le Zénith. Ce matin, madame, monsieur, restez avec nous. Karine Sontier est également là ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. À présent, on va parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux d'un sujet qui a fait le tour de la toile ce week-end, notamment de cette manifestation du MRC qui a été reprimée à la fois à San-Mélima et à Yaoundé. Vous aurez toutes les précisions dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Revue des réseaux sociaux qui va intervenir à 11h08 sur ce plateau, madame, messieurs. Nous vous invitons à rester avec nous. Ne bougez pas d'un seul pouce pour ce rendez-vous-là. On va également revenir ce matin, une pensée pour Félix Roland Mounier, puisque hier était le 3 novembre. Nous avons le devoir d'avoir un devoir de mémoire pour ces grandes figures de l'histoire du Cameroun, de ces pères fondateurs qui ont pensé le Cameroun avant nous, donc qui a été assassiné, comme vous le savez, en Suisse, il faut le dire ce matin, pour que les Camerounais aient à l'esprit cette histoire du Cameroun. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, deux choses ce matin.
D'abord la disparition, l'assassinat, le lâche assassinat du président de l'Union des populations du Cameroun, Moumié. Mais pour retenir une seule chose, parce que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest nous le recommandent. Moumié, lors de la session spéciale des Nations Unies à New York, du 13 février au 4 mars 1959, avait dit ceci à M. Kosciusko Morizet, représentant de la France au sein de cette institution: laissez-moi rencontrer mon frère Ahidjo, parce que je sais que vous allez lui confier le pays. Mais si vous ne résolvez pas l'antécédent de la réunification de ce pays, ce sera un problème qu'on ne va jamais résoudre. Nyobel l'avait dit en 52, 53, 54. Je suis venu, appuyé par le président Sékou Touré et Nasser, aider le président Ahidjo à résoudre ce problème. Ce sera un antécédent dans l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, tout le monde donne raison à Moumié. Deuxième chose, le 4 novembre 1982, le président Ahidjo partait. Dans sa feuille de route qui encadrait le 5e plan quinquennal, il y avait 7 choses, 7 points. Le premier, l'intensification de la politique de transformation des matières premières locales. Deuxièmement, la création des complexes agro-industriels de grande surface. Troisièmement, la promotion de l'industrie lourde qui devait être facilitée par la réalisation des barrages hydroélectriques. Quatrièmement, la création des industries manufacturières compétitives contribuant à l'approvisionnement du marché local et à l'exportation. Cinquièmement, la poursuite de la politique de création d'entreprises à dirigeants et capitaux camerounais. Sixièmement, la politique de la décentralisation industrielle. Et à septième point, la révision du code des investissements. Alors, tout là, cela, tout un programme. Tout un programme, effectivement. Donc, tout un programme. Si les gens disent que Ahidjo n'avait pas laissé un pays, il avait laissé une feuille de route qui se résume en 7 points. Oui. D'abord, son illustre successeur le répétait d'ailleurs, c'est de là où il tire rigueur et moralisation, parce que le président Ahidjo l'avait également énoncé au congrès de l'UNC à Bafoussam en 1980, notamment le 12 février 1980, au cours d'un discours qui a duré 4 heures 12 minutes, interrompu 70 fois par les applaudissements nourris. Alors, Bombok, ce qui est intéressant à souligner, c'est que à l'heure où, dans 48 heures, on va célébrer l'accession au pouvoir du président Biya, il sera question davantage de faire le bilan, le droit d'inventaire de cette feuille de route à 7 points laissée par le président Ahidjo. Absolument, oui. Absolument. Et ça. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes bien au 10-12, le Zénith. Je m'adresse aux chrétiens. Vous voulez faire une exploitation de grande surface, vous risquez de ne pas avoir de terre. De terre, malheureusement. Voilà. Malheureusement. Donc, deux dates, c'est d'abord le 3 novembre hier, 1960, on va dire, assassinat lâche assassinat de Félix Roland Moumié, président de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Et puis, ce matin, 4 novembre 1982, on pense à cette démission du président Ahidjo. Qu'aurait été le Cameroun si le président Ahidjo n'avait pas démissionné? On peut aujourd'hui se poser la question. C'est un fantasme. Beaucoup de Camerounais s'interrogent. Si le président Ahidjo était resté en fonction, que serait le Cameroun aujourd'hui? On se pose la question sans polémique. Alors, on va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Histoire du jour comptée comme chaque matin par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a été racontée par Philippe. Philippe nous raconte l'histoire de son oncle qui s'est marié, qui s'est pas marié, qui a vécu avec une femme pendant longtemps et ils n'ont pas signé d'acte et ils n'ont pas eu d'enfants. Malheureusement, les deux sont décédés il y a plus d'une dizaine d'années et son oncle en décédant, en mourant, a laissé 2 terrains avec des titres fonciers. Parmi les enfants qu'il a élevés de sa famille comme de la famille de son épouse, il y a une fille qui a volé les 2 titres fonciers des 2 terrains qu'il a acquis en DOP.
Selon Philippe, qui est le neveu de l'oncle en question, il dit que cette jeune femme a bénéficié de l'aide de certains avocats et de certains administrateurs pour vendre ce terrain-là. Pourtant, elle n'est pas directement liée à cet oncle-là. Il dit que lorsqu'il s'est rapproché de son avocat, il a laissé entendre qu'elle avait fait un certificat d'hérédité qui lui a donné la possibilité de vendre un terrain. Donc, le premier terrain mesure 1235 mètres carrés qu'elle a vendu à un militaire qui, lui également, a vendu à une église de Reveil. À côté de ça, du problème du terrain, parce qu'il aimerait savoir comment rentrer en possession et du deuxième terrain et de l'autre vendu déjà à l'église de Reveil, il aimerait qu'on lui explique, parce que durant ses rêves, généralement la nuit, il dit qu'il voit son défunt oncle lui apparaître tout nu, en lui montrant les deux titres fonciers, lui disant « Je suis encore là, quand je vais partir, je vais te les donner ». Une fois, il a vu son oncle qui lui a dit « Tu as abandonné ma maison est sale et tout, tu es parti, je ne suis pas content ». Ce matin-là, quand il s'est levé, il a nettoyé la chambre de son oncle et tout. La sœur de son oncle, la seule qui est vivante d'ailleurs, elle a plus d'une centaine d'années, elle lui a dit, en réalité, ton oncle avait fait de toi son héritier. Donc, si tu le vois constamment dans tes rêves, ça doit avoir certainement une explication. Donc, Philippe, il dit qu'il a dépensé énormément d'argent déjà pour rentrer en possession de ses biens. Chaque fois, il est bloqué au niveau des tribunaux. Il y a toujours un truc qui coince et il n'arrive pas à trouver une issue. Il aimerait savoir comment faire pour rentrer en possession de ces deux acquis, les deux acquis de son oncle. D'accord. C'est une histoire particulière ce matin, d'ailleurs c'est intéressant, parce que il s'agit là de deux personnes, hein, d'un couple qui n'a pas eu d'enfant. C'est intéressant, pas légalement marié comme vous l'avez dit, c'est également intéressant. Il y a en jeu des biens immobiliers, donc des terres, et ces terres-là doivent appartenir à des personnes qui prendront le relais, donc en termes de succession et d'héritage, de legs. Alors, d'abord, première chose, je voudrais ici invoquer le terme enfant adoptif. Il faut qu'on s'entende. Est-ce que le terme enfant adoptif a été fait de manière officielle? Est-ce que ces enfants-là ont été légitimés par l'oncle? Est-ce que l'oncle a légitimé ces enfants-là comme étant ses propres enfants, comme étant des enfants qu'il a adoptés? Non. Premier élément, je voudrais dire ici qu'il y a en code civil l'ordre de succession par rapport à ces questions-là. Généralement, ce sont les enfants, mais après les enfants, il y a également les ascendants. Descendants, après ascendants. Après, on va avoir les frères et les oncles. Et peut-être la femme arrive en 6e position. Et donc, il y a quand même un ordre qui est établi avant. Donc, pour le coup, ici, il n'y a aucun élément qui nous permet de signifier à quel niveau les gens doivent réclamer les biens ou pas. Alors, on nous enseigne que l'oncle avait désigné un héritier. Est-ce que cette désignation-là s'était faite sur la base de quelque chose d'assez probant, un document, un palpable? Non, donc on est clairement dans la spéculation totale. La spéculation, donc c'est ça la vérité. Au-delà de ça, je voulais quand même vous dire quelque chose d'intéressant. J'ai remarqué que les Camerounais ont très peur de lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes bien au 10-12, le Zénith. Je m'adresse aux chrétiens. Lorsqu'on lève le corps, il y a messe. C'est quand même terrible, mais c'est une réalité. Alors, bon, Bengan, l'histoire de ce matin, comme toujours, met en relief de nombreux problèmes. Qu'est-ce que vous pensez être important à relever? Qui est occidentalisé aujourd'hui parce qu'il rêve de son père. Il est pris de peur et de panique. Oui. Lui, il a abandonné son père. Il l'a abandonné et ça vous apprendra. C'est son oncle, hein? Non, c'est pas c'est son père. Non, mais il a abandonné. C'est son père, il l'a abandonné. Dans notre tradition, d'abord, il faut rectifier quelque chose que vous avez dit officiellement marié, tout ça. Ça, c'est des conneries, ça. S'il a doté, le problème c'était de savoir s'il avait doté sa femme ou pas.
Je ne veux pas de savoir s'ils ont fait l'état civil ou ils n'ont pas de tout ça. Non. Voilà. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, nous, c'est sa femme. Ils n'ont pas eu d'enfants. Les couples qui n'ont pas d'enfants, en principe, c'est les couples qui ont plus d'homonymes que tout le monde. Deuxièmement... Mais comment on gère leur héritage? Comment on gère leur succession, leur bien? Un de ses frères lui donne un enfant qui lui ne va rien hériter de ses parents biologiques. Nous, on ne matérialise pas ça par vos choses. Aujourd'hui, vous qui savez écrire, regardez donc la manipulation avec laquelle vous utilisez pour trafiquer les testaments, pour. Nous, c'est la parole. Je n'ai pas fait d'enfant. Mon petit frère Mbachou dit que mon grand frère, mon frère aîné n'a pas fait d'enfant. Il prend et me dit, bon, voici ton enfant. Je lui envoie un successeur. Voici ton enfant. C'est l'enfant que Mbachou me donne. N'a plus rien à voir dans la succession de Mbachou. Il n'a plus rien. Et cet enfant hérite de tout chez moi. On n'a pas besoin d'écrire. D'accord. À la limite, et on voit il grandit, c'est lui. Donc j'ai l'impression que ce Philippe n'a pas conscience du pouvoir qu'il a. Oui, justement. Et d'abord, il a rejeté ce pouvoir-là. Il a rejeté ce legs. Parce qu'en fait, c'est lui qui aurait dû enterrer son père. C'est lui qui aurait dû faire tout. Mais lui, j'ai l'impression... il a été intimidé. Intimidé par qui? Non. Il est venu en retard. Justement, il a abandonné son héritage. C'est sûr qu'il voulait aller en bain. Il n'était pas adoptif. Il y a une fille qui a pris devant. Non, mais chez nous, c'est pas comme ça. C'est lui le garçon. La fille ne parle que après. C'est lui le garçon. C'est lui le successeur. Il a donc abandonné. Voilà là où l'Occident nous tue. Et l'Occident continue en disant l'avocat, il ne va pas essayer de voir même, comment je vais dire ça, parce qu'il joue d'abord le rôle de conseil. Que dit le conseil de famille? Non, il prend là peut-être parce que sa sœur a un peu, il jongle là, on va voir le magistrat, on va trafiquer. C'est ce que l'école vous apprend, le trafic, le vol. Mais je lui dirais une seule chose, qu'il vienne me voir. Je vais amener son père là, aller à tous ces avocats qui ont participé à ce trafic. J'ai dit bien à tout le monde qui a participé à ce trafic, il va les arrêter la nuit, qu'il laisse. On va lui remettre ses titres fonciers. Il faut maintenant utiliser la justice traditionnelle. On fait le ndjek, que ce soit une église, et là on verra si cette église traditionnelle croit en Dieu ou pas. Ils ne vont pas abandonner ce terrain-là. Okay. Maintenant, bon, comme vous êtes sur le plan du droit, allez-y. Mais qu'il commence d'abord, s'il veut être dans le plan du droit, qu'il peut réunir... Le terrain a été vendu à un militaire, qui a vendu également. Voilà, un militaire, il a l'arme, il peut maîtriser le pouvoir des ancêtres. Il va maîtriser. Mais parce que c'est trop compliqué tout ça, parce que c'est pas compliqué. Il faut démêler tous ces fils-là. Il fait convoquer une réunion de famille sûrement qu'il peut avoir, s'il y a encore des gens de la génération de son papa là qui vivent, filles, hommes comme femmes, qui peuvent attester. Il doit avoir un procès verbal de conseil de famille. Tout le monde signe et avec ça, il engage. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas une morale de l'histoire à tirer de ça? Parce que dans des cas comme celui-ci, avec des gens qui meurent et laissent des biens, sans généralement mettre en place une clarté, clarifier les choses avant de partir, c'est quand même la moralité. Le mieux pour n'importe qui, c'est de faire la clarté sur ses biens avant de partir, non? Mais il y a la clarté. Vous avez ces deux enfants, le fils et la fille et le garçon. Oui. Dans la clarté réside en ceci que c'est le garçon qui est le successeur. Il n'y a aucune clarté, il n'y a aucune autre clarté. Sauf qu'en droit, c'est pas comme ça. Mais en droit, votre droit de trafiquant, c'est le droit qui privilégie les prédateurs. C'est la loi de la République. Non, le droit devait s'inspirer de la loi divine qui veut que je n'arrache pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais vous arrachez quelque chose, vous faites disparaître les preuves de votre adversaire. Vous avez un problème à ce que c'est le trafic. La loi, le code civil camerounais dispose clairement que les filles et les garçons ont les mêmes droits en termes de legs de leurs parents. Absolument. Ah si, c'est donc... Ça vous pose un problème? Est-ce que...
Est-ce que cette fille a donc réuni un conseil de famille pour se dire qu'avec son frère, moi je prends elle a présenté un certificat d'hérédité. Elle a dit voilà, moi je suis... Qui a été trafiqué. Qui a été trafiqué. La preuve, son père lui apparaît. Mais en fait, c'est lui le garçon le problème. C'est lui le problème. Il a abandonné l'héritage que son papa lui a laissé. Mais bon, est-ce que finalement on n'est pas tiraillé dans cette histoire? Parce qu'au moins en matière de succession, on voit très bien que généralement il y a, on va le dire comme ça, une contradiction entre les termes de la loi normale et ce que la coutume préconise. Il y a cette dichotomie, en principe, cette dialectique qui existe. Vous avez raison, précisément parce que les lois chez nous sont venues non pas arranger les problèmes, mais créer des problèmes sur d'autres problèmes. Les lois doivent s'inspirer du vécu, des us et coutumes de la nation, des nationalités qui existent dans un pays. Mais nos lois sont importées. La preuve, je vous ai dit, nous sommes un collectif. Pourquoi la loi vous dit que lorsque vous estimez que la dot est élevée, vous pouvez porter plainte à votre beau-frère? Donc vous pouvez mettre un homme en prison et épouser sa fille parce que la loi vous le recommande. Mais vous allez donc faire quel type de mariage à ce moment-là? Donc c'est ça ces lois, c'est des lois des prédateurs. Donc c'est pour ça que ça arrive à ce niveau. À ce moment, nous allons donc y mettre la justice traditionnelle pour que cette fille-là et tous ceux qui ont et la chaîne, qui sont dans la chaîne de ce trafic assument et payent le prix. Et payent le prix. On va dire quoi, de leur arrogance, de leur prédation. Ce sont les prédateurs. Voilà. Alors Charles Hamel, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'histoire de ce matin? Le gars la dérange. Philippe? Il dérange. Pourquoi il dérange? Oui, il dérange. Qu'est-ce qu'il a fait pour déranger? En aucun moment il nous parle de son chef de famille. En aucun moment il nous parle de la famille. C'est lui. C'est lui. Lui-même c'est un voleur. Lui aussi veut voler le titre. Hein? Lui aussi veut venir voler. Non, l'oncle qui est venu dans le rêve, il a la preuve. Il a la preuve que l'oncle est venu. Il veut savoir. L'autre aussi peut dire que c'est la mère, la femme de l'oncle est venue la visiter. Donc ça c'est... Donc il faut dire qu'il ne faut pas qu'on nous entende. Vous remettez la question de Dominique Audrey là. Voilà, je dis moi je dis c'est lui qui dérange. Pourquoi? Lorsque le deuil a 3 étapes. La première étape c'est l'annonce. On annonce les obsèques, on annonce le deuil. Après ça on établit un programme, on procède à la deuxième phase qui sont les obsèques et l'inhumation. Mais la nuit précédant l'inhumation, on s'assied. Le corps est encore dehors. On s'assied. Tous les membres de la famille et on dit, avant qu'il ne descende en terre, liquidons ses actifs et ses passifs. On le liquide là parce qu'il est présent. C'est là où on dit telle chose est où, telle chose est à tel endroit. On récupère tous les documents. À qui? Ça ne traite pas, non, c'est là. Parce que les deux ne sont pas en vie. Aussi, le corps ne descend pas en terre si on n'a pas tout récupéré. Je vous dis comment ça se passe. Je veux dire que l'homme et la femme ne sont pas en vie. Je vous dis, monsieur, il faut possible. C'est à son décès, non? Je parle de son décès. On aurait dû le faire avant l'enterrement. Avant d'enterrer. On dit la maison là désormais c'est telle. On décide le tout là. Et on prend cette décision. On fait le tour. C'est généralement de minuit, 1 heure, 2 heures. Après que tous les invités, tous ceux qui sont venus faire tourner tout autour du corps, la famille tourne et donne les conclusions. Comme tu parles là, sache que voici ce qu'on va rester faire, monsieur le possible, avant de déposer le corps. Maintenant on lance que ceux qui doivent, bon c'est généralement 2 ou 3 jours avant qu'on élève le corps, que celui qui lui réclame quelque chose vienne se prononcer. Vous allez donc voir des gens qui arrivent, qui disent, il me devait 1 million, il me devait 500 000, il me devait 50 000, il me devait 100 000. On enregistre en disant, celui qui prendra la succession va s'occuper de cela. Ce n'est pas la loi qui amène les affaires de passifs et actifs. Maintenant, la famille s'assied et établit ce qu'on appelle un procès verbal, où tout le monde signe avec chacun son numéro de téléphone et son numéro de carte nationale d'identité et tout, et on vise. C'est avec ça qu'on se déplace pour aller rencontrer les juges. On va pouvoir avoir le certificat. La grosse, la grosse, oui. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? Ça veut dire qu'on a des mauvais juges.
qui de cette famille s'est assise pour pouvoir... Donc c'est tellement évident. Ça existe ça aussi, hein. C'est un phénomène. Pardon, monsieur. C'est un phénomène, ça existe ça. Des gens qui prennent en otage les successions des familles. Il n'y a pas de problème, mais le drame, c'est qu'au niveau de cela, lorsqu'on a attaqué, il faudrait qu'on présente le procès verbal. Sur le procès verbal, il doit avoir des numéros, il doit avoir des témoins, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais à ce niveau, la famille maintenant se lève et va rencontrer les nouvelles occupants en disant, vous ne pouvez pas vous installer sur ce terrain parce que ce terrain ne vous appartient pas, il est faux. On a vu des maisons qui ont brûlé, avec qui ont brûlé littéralement avec des titres fonciers à l'intérieur. Est-ce que ça empêche les ayants droit de récupérer, monsieur Eric Fopoussi? Que non, je pense que s'il y en a certaines procédures, lorsque vous partez chez un notaire, il y a un ensemble d'éléments que vous fournissez au notaire, monsieur Eric Fopoussi. Donc j'estime que là, tous seulement ceux qui ont acheté sont dans le faux et la famille à tout moment peut récupérer son espace. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait dire. Maintenant, la deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi, c'est que on se retrouve là avec quelqu'un qui est aérien. Il dit j'ai dépensé, je me retrouve toujours bloqué, je me retrouve bloqué. Bloqué où? Je qui? Lui seul. Il ne dit pas nous. Il dit j'ai dépensé. Tu as dépensé, que qui t'a donné cette autorisation? Non, on est parti avec le chef de famille. Parce que là, il nous parle de lui. C'est lui qui veut récupérer. Et le deuxième terrain, comme elle a pris le premier, je vais trouver un mot prendre le deuxième terrain. C'est tout, monsieur Fopoussi. Donc, c'est deux individus qui sont malins. Il y a le bon. Le bon, c'est celui qui est mort. La brute, c'est la fille qui a volé. Et le truand, c'est le gars qui sort le dernier. Voilà, le film est complet. Le bon, le brut et le truand. Non, mais la brute et le truand. Non, mais il faut. Bon, maintenant, sauf que la brute, ici, c'est un homme. Non. La brute, c'est la fille qui a volé les deux titres. Le truand, c'est l'homme qui veut au moins venir récupérer le deuxième. D'accord. Alors, mais c'est quand même terrible ce qui se passe parce que c'est clair que dans nos familles, je vois, parfois c'est écrit, hein, partout à droite là. On dit maison familiale. Maison familiale, pas à vendre. Parce que les gens parfois prennent des. Monsieur Eric Fopoussi, si ça m'arrive, oui. Je n'ai pas besoin de grand chose. Je prépare mon haricot. J'arrive là où est cette église qui dit être cette église. Je creuse en disant, je ne viens ici que réclamer ce qui m'appartient. Je le fais là et j'immole là d'une chèvre et je m'en vais. Vous allez me dire qui vous allez prier. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Vous allez me dire qui vous allez prier. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je ne rentre pas dedans, je viens, je creuse un gros trou, je prends un animal vivant, je le jette à l'intérieur, je le ferme la terre, il meurt là. Je veux voir qui vous allez prier dedans. Alors, gâter n'est pas compliqué. On gâte le terrain. C'est pas compliqué. On gâte le terrain. Je dis c'est pas compliqué. Ok. Karine. Monsieur Fopoussi, cette histoire quand même, j'aimerais interroger la genèse même de cela. Vous voyez dans des familles, les personnes qui n'ont pas d'enfants le plus souvent, parfois c'est même la faute d'une personne. C'est-à-dire qu'on a vu que vous évoluez bien, vous avancez bien, il y a quelqu'un qui vous bloque là. Je vais voir qui va manger ton argent là. Je vais voir si, pape, et vous ne faites pas d'enfants, vous mourrez comme ça pour qu'il puisse venir faire le désordre dans votre famille comme c'est là maintenant. Vous allez voir que la personne qui soutient cette fille est dans la famille, c'est quelqu'un qui est peut-être influent ou qui dit va, fais. Je vais voir la personne qui va venir te déranger, je vais voir la personne qui va venir parler. C'est pour cela qu'elle se prend cette liberté. Le garçon est en train de voir que les biens sont en train de glisser entre ses doigts et pourtant il a aussi été élevé par ce papa-là. Moi je me dis que c'est deux personnes qui ne sont pas arrangées sur comment partager le butin du défunt. Moi c'est ce que je me dis. Maintenant, on peut bien un oncle peut bien venir dans votre rêve et vous dire que c'est vous mon successeur. Mais toujours est-il qu'il est allé voir une tante qui a déjà plus de 100 ans. Et pourtant, il y a peut-être des oncles dans la famille. Si vous avez dit ce matin qu'il allait voir un autre oncle, pour expliquer la situation, ou même un chef dans leur quartier, ils ont un village, ils ont un quartier, pour lui souligner le problème et que le chef n'a pas réagi, là on aurait compris, mais il est tout seul dans sa bulle et les problèmes de famille, généralement, on ne les résout pas tout seul. Ça, c'est un problème de famille, c'est un terrain familial désormais parce que celui qui est mort n'avait pas d'enfant. Ça devient un terrain familial et c'est la dernière sœur vivante de son oncle et de son père pour poser la situation. La fille en question n'a pas de droit. Il m'a dit que dans leur famille, puisque son oncle n'a pas eu d'enfant, les biens reviennent à eux du côté de l'oncle. La fille vient du côté de la tante, de la défunte tante. Je crois que je l'ai dit quand je racontais l'histoire. À côté de ça, je vais dire que Philippe n'a pas faim. Philippe n'a pas un problème de terrain.
Parce qu'il m'a fait comprendre que tout ce qu'il a dépensé en procédure pour rentrer en possession de ces 2 titres fonciers-là dépasse largement le prix d'achat de ces terrains. Il n'a pas un problème d'argent, je suis désolée. Il ne le réclame pas. Non mais attendez, vous avez parlé de glisse entre les doigts. Il n'a pas eu sa part de bien, de partage. Il n'a pas faim. Il a été, monsieur vous pensez que les gens qui ont beaucoup d'argent là, c'est pour en faire quoi? Sont gens qui sont pauvres. C'est pour en faire quoi? Discuter un terrain, c'est avoir l'argent. Hein? Parce qu'un pauvre ne peut pas discuter. Non. Des rêves parce qu'il voit son papa venir. Il faut qu'on le dise aux gens. Un pauvre ne peut pas discuter un terrain. En justice. Parce qu'en matière de financement de litiges fonciers, c'est énorme en termes de ressources. Non, ce qu'on dit, Dominique Audrey, c'est qu'il y a un problème avec ce Philippe, c'est qu'on se rend compte qu'il n'a pas visiblement compris les enjeux de ce que lui, il représente dans l'affaire que vous nous portez aujourd'hui. Avec ça, je suis d'accord. Oui. À la base, son oncle est mort, il n'était pas au Cameroun. Voilà. Ok, c'est clair qu'il n'a pas eu conscience qu'il était l'héritier, entre guillemets, puisque sa tante le lui dit longtemps après la mort de son oncle, que en fait, tu vois ton oncle constamment comme ça, parce que nous, la famille, on sait que c'était toi qui l'avais désigné comme son successeur. Et maintenant, je persiste à dire que, même s'il vient discuter ça, il aurait pu en acquérir d'autres, avec l'argent qu'il a investi là-dedans. Donc ne dites pas qu'il avait besoin, il avait peur, il avait besoin de sa part. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas ça la question. Et moi, je vais vous redire ce que je lui ai dit. Vous avez déjà dépensé suffisamment d'argent pour ce terrain-là. Vous laissez partir. À un moment dans la vie, il faut laisser les choses aller. Vraiment. C'est juste un terrain. C'est vrai que le bien a plus une valeur sentimentale qu'autre chose. Votre oncle, c'était ses acquis. C'est vrai qu'ils ne sont pas ressortissants de là. Il a juste acquis ces terrains-là, là-bas. C'est vrai que ça revient à la famille. Mais maintenant, vous allez faire quoi contre une personne qui a la possibilité de les vendre? Vous laissez partir. Vous ne gâtez pas. Vous ne gâtez pas. Ce que votre oncle pouvait vous donner, il vous l'a donné. C'était l'éducation et aujourd'hui, vous êtes un homme. C'est tout. Laissez les terrains aller. Vous prônez la paix. Non, justement, ce n'est pas l'apaisement. Puisque son père là-bas ne sera pas en paix. Son oncle va comprendre. Il doit pouvoir comprendre puisqu'il voit la situation. On a une fille que même sa propre famille lui dit « Restitue, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas pour nous. » Elle a dit que je prends. Vous voulez faire quoi? Votre oncle, s'il n'est pas mort et qu'il est dans les parages, il doit voir ce qui se passe. Et s'il veut vous aider, qu'il aille donc hanter cette fille qui vienne vous rendre les terrains. C'est tout. Il vient, il veut l'aider. Et maintenant, vous lui dites, ton oncle veut t'aider, ne fuis. Il le voit en rêve. Justement, vous voulez tout régler sur le plan, j'allais dire, matériel et matérialiste. Oui. Lorsqu'on vous dit, au nord, ton père et ta mère, vous pouvez acheter... Il y a une dimension spirituelle. Vous pouvez même avoir les moyens d'acheter les terrains à Beverly Hills. Ce n'est pas le problème. Il vous a laissé 1 mètre carré, je ne sais pas moi, à Messamena. C'est ce mètre carré, lui, c'est ça sa vie. C'est pour cette raison que vous envoyez certains de nos mamans. On l'a amené, je ne sais pas, à l'hôpital Cochin de Paris. Elle dit, ramenez-moi vers la tombe de mon père. Moi, je ne veux pas vos choses ici. Val de Grâce, amenez-les avec vous. Elle dit, je vais au village. Est-ce que vous comprenez la catégorisation qui est faite avec de dire que tel enfant est du côté du père, tel autre est du côté de la mère. Et donc, du coup, parce que celle-là est du côté de la mère, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit dans les affaires de biens. Donc, ça veut dire que... vous comprenez que là, il y a aussi un problème d'ego entre les familles. Non, voilà comment ça s'est passé justement. C'est une histoire qui n'est pas terminée. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ce garçon, il a fui son père. Non, et c'est pas forcément lui. Oui. Leur famille. Il a fui, ça veut dire que non, c'est pas comme ça qu'on fait grandir les enfants chez nous. On vous donne votre identité. Quand vous ne le recevez pas, parce que tu es en train de faire ta thèse de doctorat à Lyon, à Massachusetts, n'importe où, vous oubliez. C'est pour ça que je vous dis, en principe, lorsqu'une femme va en mariage quelque part, elle cherche qu'une autre fille de sa contrée vienne se marier là. Vous ne savez pas ce qui se trame entre les deux. Peut-être que les deux, le couple qui n'a pas eu d'enfant, était en train de regarder du côté d'où vient sa maman, sa belle famille, et de son côté, est-ce que je peux avoir mes 2 enfants qui demain, parce que vous voyez tout en termes d'héritage qu'on va me laisser, je veux l'argent, non. Ils voient plutôt la pérennisation
de l'amour Oui. que les deux familles Et du lien qu'ils voilà, ont, de lien qu'ils ont scellé. ensemble. C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Justement, dès lors que vous sortez de ce schéma-là, de ce logiciel-là, vous faites tout faux. Vous faites tout faux, Vous faites tout malheureusement. faux. Et vous voyez donc les deux Vous qui ont comprenez été maintenant, grandis, Dominique Audrey. qui ont grandi dans la même maison. Oui. Bon, ils pouvaient bien accepter de ne pas se marier. Oui. D'accord. Mais au moins, quel est l'esprit qui leur a été inculqué? C'est ce qu'on appelle Voilà. donc éducation. Tout à fait, parce que Et l'instruction vient détruire l'éducation que il faut les comprendre peuples l'histoire de leur ce ont matin, et d'ailleurs, j'avoue que il faut comprendre ça, parce qu'en fait, il y a eu un lien entre deux familles. Généralement, en plus du mariage, ce sont les enfants qui sont les traits d'union entre les deux familles. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'enfants. Il n'y en a pas eu. Ils ont choisi de des prendre un chaque côté pour Voilà. que les deux soient soudés et que le Frères lien et ne se sœurs. taille pas après leur mort. Absolument. Mais sauf que là, maintenant, c'est... Nous, on vient ça regarder, l'autre terrain va coûter 10 millions de dollars, l'autre va coûter 1000 millions d'euros. Vraiment, Voilà, on va Là, lire, vous faussez on va tout. lire quelques messages avec vous, Karine Santia, concernant l'histoire de ce matin. Allez-y. Être héritier ne veut pas dire que nous devons réagir à l'encontre des droits du défunt. Les problèmes de terrain au Cameroun sont très critiques. Il n'y a vraiment pas de communication, si oui, sincère dans cette famille pour ma part. Une communication ouverte et sincère redressera les choses. J'ai pris de Koptamo. Nous écrit ce matin. Koptamo, c'est dans le département du Noun, région de l'Ouest. Merci. Certes, ils n'étaient pas mariés, mais étaient unis par l'amour et non de l'amour qui les unit. Et au nom de l'amour qui les unissait, ils ont adopté deux enfants, l'un de la famille de l'homme et l'autre de la famille de la femme. Ils ont eu deux terrains sont morts sans enfants. Cela veut dire que les enfants ont droit à ces biens. Donc, la fille et le garçon sont frères. Arrêtons de dire qu'ils ne sont pas les enfants du défunt. Ils le sont de façon officieuse. Les biens leur appartiennent à deux, car ils sont les deux enfants de ces gens. D'accord. Allez-y, et dernier, Alors, notre pour la route. propre grande sœur a vendu notre terrain qui nous a été laissé par notre maman. D'accord, merci. Comme je vous l'ai dit, ce sont là des situations qui sont vécues dans de nombreuses familles au Cameroun. Il serait temps qu'on écoute la voix des sages comme Bombor Bengan pour sortir de ce traquenard, pour sortir de ce tourbillon-là qui est interminable malheureusement. Donc il est temps pour les jeunes, pour les enfants qui nous regardent maintenant de comprendre les enjeux des successions et des biens hérités des parents en réalité. On va s'arrêter là, madame, monsieur. 10-12, le zénith de ce lundi 4 novembre 2019. Place maintenant à la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'identification des taximens. Pourquoi est-ce que les taximens n'utilisent plus leur badge d'identification? Pourquoi n'y a-t-il plus de répression tout autour de cette affaire de badge d'identification? Quel était le but recherché par Robin Kili, ancien ministre des Transports, lorsqu'il instituait cette affaire de badge? Au Cameroun, tous les conducteurs de taxi n'ont pas de badge d'identification à leur nom. Pourtant, la réglementation a institutionnalisé le port obligatoire de ce document. Ces guimbardes, parfois conduites par des mercenaires non identifiés qui écument les rues urbaines, outrepassent l'identification et la réglementation. Rares sont les chauffeurs de nos principales villes qui détiennent encore cette affichette dans le taxi. Pendant que l'argent reste le nœud du problème entre les initiateurs du projet, les conducteurs et responsables syndicaux. Les policiers, quant à eux, se contentent de contrôler seulement le permis, la carte grise, la capacité, la vignette automobile et l'assurance. Dans la ville de Douala, 3 chauffeurs taxi sur 5 n'accrochent pas au plus ce qui peut être considéré
comme badge d'identification. Et même lorsque vous voyez, ça ne lui appartient pas, ça appartient au premier chauffeur du véhicule. Comment comprendre qu'on se retrouve à vivre dans une impunité totale? Il suffit juste de promener le regard lorsqu'on est dans la rue. Le constat est facile et personne ne semble s'en offusquer. En tout, ni les autorités, ni même les usagers. Pourtant, le badge a été instauré non seulement pour la sécurité de ces derniers, mais également pour celle des chauffeurs de taxi eux-mêmes. Force est parfois de constater que ces plastiques et papiers de badge vieillis, déchirés, décolorés par la poussière et l'usure du temps, sont encore là parce qu'un laveur, mieux un lanceur, n'a pas encore eu le temps de le jeter. Chez certains, on trouve l'ancien badge, tandis que chez d'autres, à un bout du rétroviseur, on aperçoit une attestation de dépôt délivrée par le ministère des Transports. Le constat est général, presque tous les taxis exerçant dans la ville de Douala n'ont plus de badge d'identification, de jour comme de nuit. Ils roulent en toute impunité, laissant la peur dans le cœur des clients. N'essayez surtout pas de poser la question à un chauffeur, vous entendrez des murs et pas murs. C'était le gombo du ministre Robin Kili. Chaque ministre arrive, crée son gombo, qui meurt après son départ. C'était l'arnaque du gouvernement, et pour des rares détenteurs, le chauffeur au volant n'est même pas forcément son propriétaire. Quand bien même il y a un badge, vous ne parviendrez jamais à déchiffrer ou alors à décrypter le visage ou alors ce qui est écrit. À côté des conducteurs au badge sans identité, il y en a qui refusent d'accrocher la pièce d'identification, prétextant qu'elle va vieillir, surtout que le document n'a pas de durée de validité déterminée. Bravo! Ainsi va le Cameroun. On crée, on organise, on mange. Lorsqu'on nous affecte, le gombo meurt. Alors, c'est une question prégnante, sauf à souffrir de myopie intellectuelle. On doit tous être d'accord que c'est une question qui doit faire l'unanimité dans les proportions de son importance, eu égard aux conséquences que ça peut avoir en termes d'identification des taximens, parce qu'il faut quand même dire que au départ, l'idée non seulement de mettre un visage sur ceux qui nous conduisent dans nos villes, c'est aussi d'avoir une traçabilité. Lorsque une personne a perdu une pièce ou autre, ou lorsqu'une personne a été agressée ou autre. Donc, on part de ce principe-là pour s'entendre qu'il est urgent, il est important, il est indispensable pour nous d'avoir des taxis qui sont bel et bien identifiés. On peut entrer dans un taxi et dire qu'on a été transporté d'un tel point, d'un point A à un point B, par un taximan tel qui a tel numéro, qui obéit à telle identification. Malheureusement, le temps de la campagne qui avait été faite à l'époque, nous sommes malheureusement aujourd'hui dans le constat que rien n'a été fait. De nombreux taxis à Douala, par exemple, n'ont pas d'identification, du moins n'ont pas de badge d'identification. Alors, Boro Bengan, quelle est votre lecture de tout ça? Non, c'est un problème d'éducation à la citoyenneté. Oui. Et le problème, c'est que lorsque c'est le bras armé de l'État, c'est-à-dire le gouvernement, qui commence ou alors qui demande aux citoyens de se débrouiller, ça devient un problème. Pourquoi ça a coincé? Justement, ça coince parce que on avait voulu résoudre également le problème de l'insécurité. Et il se trouve qu'il existe au moins 1000 syndicats de taximens. Dans les 1000 syndicats de taximens, il fallait que chaque syndicat voulait qu'on précise, dans ce badge d'immatriculation, qu'on précise. Mais vous savez donc également qu'il y a des syndicats qui ne sont syndicats que de nom. C'est-à-dire qu'ils sont des agents du gouvernement pour casser les revendications qui pourraient venir des taximens. Et non pas une réelle influence sur le terrain. Donc, les syndicats se sont mis à se combattre, à se battre entre eux. Et prétestant également qu'il fallait payer, je pense le badge coûtait 5 000. Qui doit payer les 5 000? Est-ce le propriétaire du taxi? Est-ce le chauffeur?
Et le chauffeur vous dit, moi je prends de 5 heures, je dépose à 14 heures. C'est un autre chauffeur qui prend. Donc, est-ce que donc fait comment? Est-ce qu'on identifie les chauffeurs voilà, ou où les on taxis identifie. Donc, ou les propriétaires des taxis? Voilà, donc voilà autant de petits problèmes qui n'ont pas pu, parce que n'ayant pas été posés avant et mûrement réfléchis, ça a bloqué. Or, le propriétaire du taxi peut bien établir, si son taxi est utilisé par 2 chauffeurs, il établit les 2 badges et chaque chauffeur qui prend à son heure, à sa tranche horaire, il l'utilise et rentre avec son badge. Mais il y a également ce que Charles Hamel a appelé le principe de lancement. Donc non, moi je prends à 5 heures, je dépose le taxi à 14 heures. Entre-temps, je fais un lancement. Mais le lanceur, c'est lui qui prend le lancement là. Lui, il n'est pas un taximan connu, c'est un ami que je veux aider parce que madame souffre, les enfants doivent aller à l'école. Oui. Bon, on fait comment? Donc, voilà autant de choses qu'on n'avait pas bien réfléchi. Et maintenant, la sortie des badges. Même ceux qui se sont fait enregistrer, vous payez vos 5 000 francs. Le badge, il n'y avait jamais, on ne vous disait pas, non, vous attendez 48 heures ou une semaine ou 2. Il y en a comme les permis d'ailleurs, parce que ça coïncidait avec la période où on vous disait que les permis de conduire devaient être, parce que c'était des longs papiers, il fallait les miniaturiser à peu près. Ça coïncidait partout et apparemment les services de transport n'ont pas de machines appropriées pour vite élaborer tout cela. Maintenant, les chauffeurs de taxi et des syndicats ont même demandé que non, vous donnez-nous le numéro dès que le badge sort, nous on va se débrouiller à faire les badges au quartier. Voilà. Ça aussi, apparemment, ça a été libéralisé. De et syndicats. conséquences, comme l'a dit Charles Hamel, vous faites la wassa, comme on dit. Et 2 semaines après, il suffit que le laveur laisse un jet d'eau, voilà, ça se détériore, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Donc en fait, c'est une mesure qui n'a pas été bien pensée précisément parce qu'il manque l'éducation à la citoyenneté, à commencer par les membres du gouvernement. Eux-mêmes. Oui, tout à fait. Eux-mêmes. Ils n'en ont pas. D'ailleurs, ce n'est pas un nom de le dire. Ce n'est pas pour Il faut le... remarquer qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont des postes sérieux. Permettez-moi d'utiliser le terme poste sérieux, mais lorsque ces personnes-là s'expriment, vous vous rendez compte que le b.a.-ba de nos lois, de ce qui régit notre pays, est inconnu de ces gens-là. Vous vous posez la question, mais comment ces personnes ont fait pour atteindre ces postes-là? Des choses qu'un citoyen normal, un citoyen lambda devrait savoir. Ces personnes ne le savent pas. Donc on est parfois horrifié par l'inculture, par l'innocence. Oui, parce qu'à la fin, quand on leur apprend les cours que vous dites là, à la fin, quand ils veulent donc prendre le cours, on leur apprend plutôt 2 choses, la répression et la corruption. Voilà. On leur dit, bon, les cours que vous avez appris là, bon, merci d'abord. Voilà. En tout cas, j'ai vu un administrateur civil déployer son innocence, son ignorance de la loi de 90 qui régisse les réunions et manifestations publiques au Cameroun. Donc il est illettré dans son affaire. Bon, l'affaire qui le concerne lui-même. Donc il est illettré dans son propre affaire. Et il nous a ramené avant 90 en parlant d'autorisation. Et là, on s'est dit, mais comment un administrateur civil ne sait pas que depuis 90, on est passé au régime de déclaration. Donc il en est ainsi pour ce cas-ci comme pour le cas des transports où les gens sont assis dans les bureaux mais ne savent pas ce qu'il faut faire pour que nous ayons une identification claire et nette des taxis dans nos villes en réalité. Dominique Audrey, qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, c'est que l'idée en elle-même d'identifier les conducteurs de taxi, c'était une très bonne chose. Oui. Une très bonne chose. Mais maintenant, sur le terrain, est-ce que vous savez que, par exemple, à Mokolo, là-bas, les voitures qui vont, par exemple, en Col Bisson, ne mettent pas les badges. Et pourtant, ceux qui font le transport dans la ville en ont les badges. Donc, jusqu'ici, on n'a jamais véritablement compris qui devait avoir les badges et ceux qui ne devaient pas l'avoir. Oui. Aujourd'hui, on a des gens qui racontent qu'ils se font agresser et la seule chose qu'ils peuvent voir, c'est le badge. Lorsqu'ils vont donner les informations par rapport à ce badge-là, aux informations qu'ils ont retenues, on vous leur dit non. Par exemple, ça, c'est pas attribué ou bien ça, c'est pas la personne. Elle ne reconnaît même pas la personne. Il n'y a pas de véritable suivi au niveau de cette distribution de badges. Comme Père Momoka dit, le matin, il y a tel qui prend le taxi, il va. Et en journée, on a quelqu'un qui a d'autres papiers avec le badge d'une autre personne. Les personnes qui contrôlent en route ne prennent même pas le temps de regarder
le badge du taxi. Donc on se demande donc qu'est-ce qu'ils font là. On est obligé de les taxer de corrompus puisqu'ils ne font pas véritablement leur travail. Oui. Donc aujourd'hui, on est donc face à une agression qui recommence. Mais quand même ce pays, hein. Mais quand même ce pays. Il me souvient qu'à l'époque, avec Robin Kili, il y avait une telle campagne de communication, un tel tapage médiatique, qu'on se disait que le Cameroun devait atteindre des sommets, des sommets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aux oubliettes, personne n'en parle plus. Identifier les taxis n'est plus à l'ordre du jour. On voit comment les taxis roulent à Douala, à Yaoundé, partout au Cameroun, de manière désordonnée. Ça ne dit rien à personne. On a presque oublié que c'était un cheval de bataille, que c'était un chantier énorme, un projet qui avait mobilisé de nombreuses personnes. Même les syndicats qui à l'époque disaient non, nous sensibilisons nos membres, nous faisons en sorte que ces gens-là prennent conscience qu'il faut s'identifier, on ne les entend plus. À l'époque, j'ai un ami, Étienne Desfourceauquins, rien contre lui. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des questions comme ça, c'est lui qui est invité au ministère des Transports pour défendre les avis des conducteurs. Mais je me pose des questions. Étienne, où es-tu ? Où en est-on avec ça? Parce qu'après, c'est toujours bien de venir dans les radios, les télévisions, faire valoir des résolutions de réunions interministérielles, de réunions avec les syndicats. Mais après, il faut que sur le terrain, qu'on sente que les choses bougent et que les lignes bougent réellement. Karine. Monsieur Fopoussi, vous avez parlé de la grande campagne médiatique. Et vous vous rappelez que 2 semaines après, on avait parlé, quelques mois après, on avait parlé des conducteurs de taxi qu'on avait interpellés justement parce qu'ils ne possédaient pas ces identifications. Je ne sais pas si ce sont des cartes ou je ne sais pas ce que c'est. Des badges d'identification. Oui. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que la plupart sont déchiquetés. C'est-à-dire, dans les voitures, c'est déchiqueté. Parfois, on ne voit même plus le numéro d'identification lui-même. Parfois, on ne voit même plus le visage. Certains qui sont encore bien, qui ont été plastifiés, sont là, mais la personne qui conduit n'est pas celui qui est sur la photo. Et ça fait dire que les citoyens sont abandonnés. Ils peuvent être agressés dans les taxis comme on veut, ainsi de suite. Parce que même si vous voulez même vous plaindre, vous allez vous plaindre de qui? De quoi? Est-ce que vous connaissez le numéro de taxi qui vous a porté? Encore que même les plaques d'immatriculation au Cameroun, ça se trafique. Donc, vraiment, on se rappelle même que, justement, après la sortie de cette décision-là, beaucoup de personnes avaient dit qu'on va trafiquer ça, il y aura trop de faux, il y aura des taximans qui vont aller faire pour eux ailleurs parce que c'était juste un papier. Et aujourd'hui, on arrive à ce que beaucoup de personnes, on n'en parle même plus. Merci. Donc, Madame, Monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision, la meilleure chaîne de télévision en Afrique centrale en ce moment, la plus suivie. Restez avec nous dans un court instant, deuxième partie de ce programme. À tout de suite. Le zénith de ce lundi 4 novembre 2019. Comme on vous l'a dit à l'entame de cette émission, nous avons une pensée pour Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun, qui démissionna le 4 novembre 1982. Nous avons une pensée 37 ans après pour le premier président de la République du Cameroun, qu'aurait été le Cameroun s'il était resté au pouvoir. On pourrait se poser la question ce matin sans forcément polémiquer, sans en faire un sujet de polémique. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, quelques messages qu'on va lire. Il faut signaler qu'en première partie, on a commencé avec l'histoire du jour et ensuite on a entamé la colère de Charles Abel. Alors Karine, on se tourne naturellement vers vous. Moi je n'accuse pas les taximans, mais le gouvernement et surtout les hommes en tenue, la police, la gendarmerie, car leur objectif est de prendre les 500 francs et non assurer la sécurité. Ça c'est Ali Hamad depuis Yagua, Mayo Danaï. Ok, alors Charles Abel, sur cette question, on l'a abordé un tout petit peu à la fin de la première partie de ce programme. Qu'est-ce que vous dites? Alors, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, que comme l'ont pensé certains conducteurs, c'était un gombo. C'était un gombo suffisamment huilé, bien entretenu et bien vissé pour permettre à tous de pouvoir s'en sortir. Pourquoi je le dis? Il était prévu qu'on renouvelle les badges tous les 3 mois. Ça veut dire qu'on fait en 4 semestres. Ça veut dire 4 semestres. Oui. Le badge coûtait 7 000 francs CFA. Nous prenons une fourchette de 20 000 taxis.
multipliez 20 000 taxis par 7 000, ça vous fait 140 millions. Multiplié par 4 trimestres, vous allez tourner dans les 560 millions de francs CFA. Alors, imaginez-vous, j'ai pris juste une petite fourchette. Ça conforte la thèse du gombo. J'ai pris juste une petite fourchette. Oui, ça conforte la thèse du gombo. Une petite fourchette. Oui. Alors, vous avez des individus, et cette période, on avait dit, un taxi n'a pas droit à un seul badge. Si le chauffeur, si un véhicule a 2 ou 3 chauffeurs, les 3 doivent avoir un badge. 7 000 fois 3 fois 20. Ça fait 7 000 fois 3. Quand vous imaginez que nous avons des individus ici qui ont les 100 taxis, les gens qui ont les 180 taxis, vous faites un tour dans les différentes stations, vous allez les voir le soir, ils sont assis, qui viennent collecter l'argent. Vous comprenez, monsieur Rifopoussi, que cette affaire a donné. Vous voyez juste le taximan, et le conducteur et le taxi, mais vous oubliez que jusqu'au lanceur, tous se battaient pour avoir la carte, le badge d'identification. Comment est-ce qu'on va, Robert Kili, à cette époque, imposer qu'on paye le badge d'identification à 7 000 francs alors que la carte nationale d'identité, qui elle faisait foi, coûtait 3 000. Nous étions les premiers à nous lamenter, à crier que, mais attention, la pièce même officielle est dans les 3 000. Mais un badge comme ça, un Kwanja badge, vous le mettez à 7 000 francs, on a posé des questions, personne n'a pu nous répondre. À la fin, ça a tourné comme ça a pu tourner, monsieur Rifopoussi. Oui. Chacun a pu avoir un badge, mais ce badge sert à quoi? Rien. Rentrer dans un taxi, et c'est un jeu que j'ai effectué pendant une semaine, monsieur Rifopoussi. Regardez le badge, regardez le chauffeur, c'est pas la même personne. Vous demandez au chauffeur, tu t'appelles comment? Il dit Saliou. Ce qui est écrit là-bas, c'est Mustapha. Aliou, Mustapha, vous êtes arrivé à ce niveau comment? Présente-moi l'autre badge d'identification. Il dit, il fait quoi avec? Qui contrôle encore ça? C'était le gombo. Une fois qu'on l'a enlevé, c'est passé. Voilà donc comment on vit dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on a poussé les gens à se faire identifier? Voilà la bensikina. Qu'on dépasse, que le gouvernement est dépassé par rapport à l'identification. Quand vous allez au Gabon, monsieur Rifopoussi, je prends le Gabon qui est juste ici à côté. Chaque commune a sa couleur. Un pays frère et ami. Chaque commune a sa couleur, monsieur Rifopoussi. Chaque commune au Gabon a sa couleur. Le taxi. Donc, c'est les communes... Oui. Chaque commune a sa couleur. Ça veut dire, vous allez voir, d'un côté, c'est le blanc du capot, blanc capot jusqu'à l'arrière, rouge sur les bords. Un autre qui passe, c'est une autre couleur. C'est des couleurs différentes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas implémenter ça ici au Cameroun? C'est-à-dire que les communes gèrent les taxis. Mais bien sûr, pourquoi est-ce que doit la première... Il y a les taxes de stationnement. Il y a les taxes de stationnement. Pourquoi doit la première ne peut pas avoir sa couleur? Pourquoi doit la 5 ne peut pas avoir sa couleur? Doit la 3 sa couleur? Pourquoi est-ce que c'est un jaune mélangé, monsieur Rifopoussi? Et ça nous perd même à la limite. À partir de là, l'identification serait facile et serait beaucoup plus simple. Mais comme on est dans un pays où quoi va faire, le pays de quoi va faire, Rwanda, Fulkistan, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Si on fait ça au Cameroun, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ajouter au Gabon, il est interdit de sortir du côté chauffeur. Lorsque vous descendez de taxi, si vous êtes en train de même en Guinée équatoriale. Je pense que c'est ça aussi. Ces pays-là, ces pays-là sont à un certain niveau. Hein. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce sont des pays qui sont à un certain niveau de gestion des transports urbains. Transports urbains, voilà. Alors, on va lire des messages à la suite. Karine, je vous en prie, allez-y avec fermeté. De qui parlez-vous? Des Suisses, des Français ou des Américains qui nous gouvernent? Ça, c'est Pompidou à Yaoundé. Un autre non, message. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce que dit Charlamel, et je m'attarde sur sa chute, c'est qu'une fois que M. Kili est parti de ce ministère, tout s'est estompé. C'était vraiment son la question de la continuité du service public n'a pas été respectée là-dessus. Donc on imagine que le non-respect de cette continuité-là est dû au fait que justement c'était une affaire qu'il avait mise en place lui-même. Alors désormais il est ambassadeur en Israël. Oui, Robin Kili. Oui. Et c'était vraiment son gombo. Ce qui explique ça, c'est que quelques temps après, on va dire ça il voulait apporter les permis à point. Vous avez les permis à point au Cameroun? Il peut nous porter plainte. Qu'il aille, on va y aller. Non, sauf que les permis à point, comment on allait instituer, donc, sachant qu'il n'a pas de machine?
qui peut amener d'abord les permis du Cameroun. Est-ce qu'on peut, on a des permis informatisés et biométrisés de manière claire. C'est vrai, parce qu'après, dans ce pays, on est parfois trop ambitieux en oubliant de faire les préalables. Les préalables seraient justement de faire en sorte qu'on ait un fichier national et qu'on sache que M. Bachou, son permis de conduire en est à tel niveau. C'est à ce moment-là qu'on saura si on peut faire un permis à point. Je vous ai dit que vous prenez le Rwanda, vous commettez une faute sur la voie. Les numéros sont liés à votre domicile. On vous retrouve avec votre téléphone portable. On vous appelle le monsieur, vous appelle. Ce qui est terrible, c'est que, et ça se passe au Cameroun, je vous jure, ça se passe au Cameroun. Il y a quelqu'un qui me disait tout récemment qu'il a 2 passeports valides. 2 passeports camerounais. 2 passeports camerounais valides. Mais comment il a fait ça? Moi, je n'en sais rien. Mais il faut qu'on se pose des questions. Il a fait le premier, c'est pas vite. Il y a des personnes qui ont plusieurs CNI. Un passeport ordinaire. Oui, peut-être il peut avoir un passeport de service ou un passeport diplomatique et un passeport. Il a 2 passeports ordinaires valides. Donc, sûrement, il a signalé que son passeport est perdu. Il est là pour faire un autre. J'imagine un peu les Camerounais parce qu'ils sont très intelligents. N'essayez pas de comprendre. Non, mais je comprends. Soit il a dit que son passeport est égaré, il est allé faire un autre passeport, il a gardé celui qui était... C'est reconnu que la pièce devrait être égarée, M. Eric Fopoussi, parce que vous le dites, on va se retrouver à empêcher à d'autres personnes qui ont réellement les pièces, n'est-ce pas, égarées, d'aller se faire établir. Non, disons seulement qu'il a utilisé des méthodes que lui seul il connaît. Lui et Matousalem qui connaissent. Ok. D'accord, c'est très bien. Alors, Karine. C'est Michael Delorbe-Sou. Cette affaire de Batch a été gombotisée. A été un gombotisme ministériel dès le départ et c'est récurrent au Cameroun. S'en sortiront-on? Oui, avec la complicité des syndicats, Chalamel. Mais bien sûr, monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez rien faire dans les transports sans que ces gars ne hument la bonne fumée. Donc, ne vous abusez pas. Avec les syndicats, quoi? Chalamel, l'expression utilisée, c'est sucer le doigt. Ce sont les mêmes. Hein? Voilà, il faut les voir lorsqu'il y a des réunions interministérielles. Là, ils sont toujours au ministère, on fait des réunions et après, il y a toujours beaucoup à manger là-bas et beaucoup à boire. Mais je vous dis, c'est terrible. Le drame, monsieur Eric Fopoussi, c'est pas la faute de ces syndicats. Je crois que l'idée était louable au départ. On a apprécié tous l'idée que vous rentrez dans un taxi, vous identifiez l'individu qui vous accompagne. Vous identifiez. Vous voyez qu'aujourd'hui en Europe, un monsieur a pris le taxi, il a appelé un taxi, on l'a transporté d'un point A à un point Z. Le monsieur n'a plus jamais apparu. On appelle la compagnie de taxi, on interpelle le chauffeur, on réussit à interpeller le chauffeur qui a travaillé 7 heures. À partir de là, vous avez déposé où ce jour, il fait l'objet d'une enquête. On peut arriver à ceci qu'on ait une compagnie. C'est une idée aussi. On peut arriver à ceci, oui, qu'on ait une compagnie. Mettre en place des compagnies. Des compagnies, oui, de taxi. Monsieur, il faut pousser comme ça dans le pays. Mais connaissant ce pays, si demain le ministre Senghale Bibé lance lui-même la compagnie, ce sera le Gombo. Ah oui, monsieur, il faut pousser. Parce que rien n'est pensé au Cameroun. On fonctionne à la va-vite. Je suis assis avec le ministre au bar. Mais monsieur le ministre, si on fait la fête d'identification, est-ce que tu sais qu'on peut gagner, gros? Mais voilà comment on peut lancer ça. C'est comme ce qu'on appelait le projet agricole, les formations agricoles numériques. Monsieur, il faut pousser. On a discuté, on a dit allons faire ça. Okay. On a mis des milliards, les gars ont commencé à tirer. Voilà, aujourd'hui, vous baladez, ça sert à quoi? À rien. L'identification ne sert à rien. Qu'on n'ait pas honte de le dire. Sur le débat d'identification, vous n'avez même pas le numéro de téléphone. Tel qu'il est fait actuellement, je veux dire que... Fait? Est-ce qu'on fait encore? Non, tel qu'il est actuellement. Mais en fait, c'est autre chose. Tel qu'il est actuellement, ça ne sert à rien. Et peut-être c'est l'occasion pour le ministre des Transports de prendre à bras le corps cette question et de sécuriser les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas admettre que les Camerounais se fassent agresser tous les jours. Pour les taxis se fassent kidnapper tous les jours. Monsieur Fopoussi, pour le faire, vous devez interpeller aussi la communauté urbaine de Douala. Et même lancer un audit avec cette affaire de Taxi Verified que la communauté urbaine avait lancé. Vous savez comment la communauté fonctionnait? On cherche les gars qui ont les beaux taxis, qui ont un taxi propre. On dit, gars, viens, on te colle le badge là-dessus, Taxi Verified. On utilise, tu vas gagner le gombo derrière nous. On nous a vanté qu'on a acheté des véhicules. On nous a vanté qu'on a pris des véhicules au niveau du port. On a vanté si que vraiment, désormais, les agressions à Douala, c'est terminé. Alors que c'était des conneries, monsieur Eric Fopoussi. C'était des conneries. On nous a trompés dans ce pays avec cette histoire de Taxi Verified. On nous a trompés avec les affaires d'identification. Et c'est ça. Non, monsieur. Oui, mais c'est compris. Il faut qu'on dise à un moment donné que ces gens se moquent de nous. Il faut qu'on dise qu'ils se moquent des pauvres Camerounais parce que n'importe qui peut développer son gombo. Ok.
Vous êtes en forme, je confirme. Alors, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, M. Fopossi, on s'intéresse à un premier sujet, les violences dans la ville de Douala, une guerre de clans. Jeudi dernier, c'est là où tout a commencé. Un jeune, une querelle amoureuse, deux jeunes hommes qui se sont épris d'une même fille, se sont échangés des coups de poing et c'est devenu des échanges de vengeance entre clans d'un quartier et un autre gang d'un autre quartier. Et voilà à quoi s'est rimée la vie dans la ville de Douala, surtout dans le 2e arrondissement depuis jeudi jusqu'à samedi. Ah oui, ce qui s'est passé à Douala est ignoble, c'est inacceptable et on va le dire aujourd'hui sans embâche. D'ailleurs, ce matin sur Radio Equinox, nous recevions au téléphone, monsieur le préfet nouvellement arrivé du Benjamin Boutou. Monsieur Benjamin Boutou, il est arrivé avec son ton, avec sa tonalité, un ton autoritaire, offensif, et il nous a promis que tous ces délinquants-là, il va leur tordre le cou, et que quoi qu'il arrive, comme il est là désormais, Douala va rentrer dans les rangs. Monsieur le préfet, il a aussi tensé un tout petit peu les médias. Je crois qu'il pensait à Equinox. On lui a dit que non, monsieur le préfet, il y a parfois des incompréhensions. Mais nous, à Equinox, on fait un travail de veille, d'appel à l'éveil. Et il a bien compris qu'il pouvait y avoir une forme de plateforme entre les médias et la préfecture du Vouri. Mais ce qui est intéressant, après lui avoir souhaité bonne arrivée dans le Vouri, il est quand même intéressant qu'on explique aux gens comment cette ville de Douala fonctionne. Parce que beaucoup arrivent à Douala et ne comprennent pas clairement comment fonctionne Douala et quelles sont justement les pratiques dans les quartiers à Douala. J'ai dit ici et je continue à le dire, c'est vrai que tous les quartiers à Douala ont ce phénomène de boys et de babillons. Les babillons sont des enfants beaucoup plus dociles, les babillons. Mais il y a aussi les boys, on les connaît, ils sont connus, ils agressent, ils arnaquent, ils font ce qu'on appelle le taxage. Ils le font parfois en pleine journée. Tout le monde est complice, tout le monde le sait. Personne ne peut évidemment les dénoncer parce que ce sont des personnes qui ont une forte prégnance sur les gens dans ces quartiers-là. Mais j'ai voulu quand même dire qu'il y a des quartiers, et je n'ai rien contre Newbel, ni Makea, ni Mabanda, mais c'est des quartiers où on a quand même senti qu'il y a une forte poussée de ces boys-là, de ces personnes qui disent qu'ils sont dans les donquats. Les donquats, il y a même un chanteur, un rappeur urbain camerounais, Spido, qui a fait un titre pour dire qu'il est dans un donquat et que lorsque tu n'as pas une tête sale, on doit te taxer. Tu as même quelle tête? C'est une chanson, j'écoute la chanson, et où il explique comment ce phénomène-là se passe. Et j'aimerais inviter justement le préfet à écouter cette chanson de Spido, quelle tête, pour dire que dans les quartiers, quand tu n'as pas une sale tête, quand tu n'es pas quelqu'un qu'on reconnaît avoir une sale tête, justement tu es en insécurité. Et donc si on ne parle pas de ça, on aura mal compris, on aura mal appréhendé le problème et finalement le remède qu'on va apporter au problème ne sera pas le bon remède. D'abord, Bengan, quelle est votre analyse de ce qui s'est passé depuis jeudi à Douala? Comment faire en sorte que les gangs ne dominent pas nos cités, nos villes? C'est simple, M. Fopossi Negou, c'est simple. Nous sommes accoutumés à des langages qu'il fallait enlever très tôt. Lorsqu'on dit les enfants de la rue n'a jamais accouché. Jamais. Et on voyait nos enfants venir. Parce que précisément, il y a une dégradation dans la société. Et là encore, puisque nous sommes le 4 novembre, je vais dire dans l'affaire de route ce que Aïdjo disait à son successeur constitutionnel qui est encore là aujourd'hui. Il lui avait dit que le taux d'augmentation naturelle de la population passera de 3% en 1985 à 3,5% en l'an 2000. Ceci amènera la population du Cameroun, dernier recensement à l'époque remontait à 1976, qui était de 7,7 millions et à 16,5 millions en 2000 et à 40 millions en 2025. Aïdjo avait précisé que la proportion élevée des jeunes dans la population active signifie un nombre important et rapidement croissant entreront dans les rangs des demandeurs d'emploi. Il faut naturellement leur trouver du travail. Si ces nouveaux actifs
ne trouvent pas d'emploi, ils iront grossir les rangs des non-employés et des chômeurs. L'écart dans la répartition du revenu national pourrait alors s'aggraver et accroître les disparités sociales, créant ainsi un environnement propice à la délinquance et aux tensions sociales. Donc c'est pour dire quoi? Voilà. Et là on y est, clairement. Il y a eu un événement ici, le phénomène Eto. Oui. Lorsque nos parents on refusait d'envoyer nos enfants à l'école, on dit il faut qu'ils deviennent les Eto fils, les Sombahana Genjita. Des footballeurs professionnels. Voilà. La FECAFOOT avait attiré l'attention des parents et même des pouvoirs publics en sortant un texte en disant si vous envoyez vos enfants dans des écoles de formation qui ont moins de 18 ans, veillez à ce que ces enfants fréquentent ou alors s'ils ne sont plus scolarisés, trouvez-leur une formation professionnelle. Et il avait instruit, il fallait que le gouvernement les accompagne à ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez appelé les boys et qui? Et les babillons. Et les babillons. Lorsque les babillons, eux, vont à l'école à 7h30, 8h, les autres, ils vont aux entraînements. Oui. Alors qu'à l'époque où les Roger Mila, les autres, au même jouaient au football, ils s'entraînaient entre midi et 14h ou alors à 17h. Ici, un enfant, ils vont à l'école. Ceux qui vont donc rater, ils terminent leurs entraînements à 9h, 9h30. Ils font quoi toute la journée? Or, il a été établi que vous pouvez être une promotion de 100 jeunes. Oui. Vous voulez vous lancer dans le football, le handball, le basketball, tout ce que vous voulez. La proportion pour que vous réussissiez est minime. Vous pouvez même vous 100 ne pas réussir. Mais si vous êtes 100 jeunes, Oui. vous dites, nous voulons devenir médecins. Nous voulons devenir ingénieurs. La Mais, proportion pour vous réussissez est grande. Sauf que, est-ce que pour vous, ça explique suffisamment le phénomène du retour? Parce qu'on se rend compte que c'est devenu une institution dans ces quartiers-là, où Oui. lorsque un gant a été froissé, l'autre gant se trouve dans la légitimité d'aller faire le retour, de faire une expédition punitive face au gant d'en face, qui aurait été... Justement, je vous rappelle deux événements. Comment on gérait ces jeunes? Le jeune, c'est comment un enfant de 14 ans, il n'a pas 14 ans tous les jours. On faisait donc ceci. En plus des centres de Bepanda, centres de réinsertion de Bepanda, des home ateliers pour des filles inadaptées sociales, quand on les recrutait, quelquefois par des rafles, c'est comme ça qu'on a créé la ville de Nkonjok. Donc, on donne des hectares de terrain à des jeunes, on les occupe en Nkonjok. Les gens de ma génération vous le diront. C'est possible encore aujourd'hui? Mais pourquoi pas? L'État a les moyens. L'État a même plus de moyens aujourd'hui que hier. D'accord. Il y a d'autres parties des jeunes dans cette colonel et Tonda Koto. Il y en avait un service national de participation au développement. Oui. Une autre partie des jeunes étaient envoyés dans l'armée. Systématiquement, on vous renvoie et on les reprenait même dans les rafles. Il y avait des rafles systématiques. Donc aujourd'hui où vous ne pouvez pas, vous sortez de culte, ici à quoi? Pour ceux qui vont à l'église ici, on vous agresse à côté des boulangeries ici. D'accord. On vient vous taxer. Vous regardez. Donc on a vu le phénomène grandir. Lorsqu'on laisse, et même les forces de maintien de l'ordre commencent à s'ascoquiner avec parce qu'ils disent que bon, qui organise souvent les marches là contre le RDPC là. Et filez-nous, ce sont eux qu'on utilise. Ils sont des indignes. Voilà, absolument. Bon, sauf que, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Bon, parce qu'après, quand vous dites ça, on peut imaginer que ce sont des personnes entretenues par nos autorités. Ce qui peut Nous avons fait un reportage ici à Makeya, vous avez un pied de les défilé, de Kédiara, je cite le nom. Les boys sont dans une camionnette, pick-up comme on appelle ici, et ils disaient aux populations, on va revenir, et il le disait devant les gendarmes. Et le chef du quartier Makeya qui nous regarde a dit, et ils reviendront, moi mes populations ont peur de les dénoncer. Mais pourquoi vous venez, vous faites des rafles, vous arrêtez les gens, vous les libérez une semaine après? Maintenant il y a eu d'autres problèmes, je termine par là. Oui, vraiment. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet doivent faire leurs choses. Oui. Où se trouve le procureur général? Parce que les officiers... était à la réunion hier. Il ne doit pas venir Nous étions au cercle municipal hier et le procureur y était. Il a pris la parole, il a dit beaucoup de choses. Il ne doit pas venir, à la remorque du gouverneur. Ça veut dire que c'est l'exécutif qui gère. Le judiciaire a un pouvoir. Et les policiers, les gendarmes sont les officiers de police judiciaire. Donc,
le procureur de la Cour d'appel, procureur général et le procureur de la République, jusqu'au niveau des tribunaux de première instance, c'est eux qui ont la sécurité, c'est eux qui ils doivent répondre de l'ordre public. Bon, donc ils doivent frapper, ils doivent nous donner des mesures. D'accord. Ils doivent nous donner des mesures. En réalité, c'est leur plan de redressement que moi j'attends. C'est compris, mais vous savez que les questions de sécurité parfois sont liées au commandement administratif au Cameroun, donc on va faire avec, et les renseignements aussi sont liés à tout ça. Alors, Charles Hamel, c'est intéressant quand même de comprendre ce qui s'est passé à Nouvelle. Nous ne faisons pas une fixation. Hein. Il y en a qui estiment qu'il y a eu quand même une instrumentalisation. Au départ, on a parlé de conflit interethnique. Il n'en est pas question. Il s'agit de deux jeunes qui se discutaient une gare. Parlons comme au quartier, une petite comme au quartier. Il y a l'un des jeunes qui s'est senti un tout petit peu lésé, il a fait ce qu'il a fait. Nous, à notre époque, lorsque nous discutions une petite, nous bagarrions, le plus fort ou le plus mignon gagnait la femme sans que ça ne fasse un problème ou une crise d'État. Aujourd'hui au Cameroun, on l'a vu à Ebolo, on l'a vu à Obala, on le voit encore ici au Cameroun. On parle d'une petite pour enflammer le pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous signale que dans ces expéditions punitives de retour entre ces gangs-là, il y a eu des gens qui sont des bandits, qui sont entrés dedans et qui ont commencé donc à faire des pillages, à agresser. Je rappelle que depuis jeudi, il était difficile pour les Camerounais d'être à la douche municipale, d'être à deux églises. Au Carrefour Latol, c'était compliqué à Commanda aussi. Donc, on s'est retrouvé dans une ville où des jeunes ont pris en otage des habitants paisibles. Pendant 3 jours. 3 jours, de suite. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, le lit du pauvre est fécond. C'est-à-dire? Vous avez des jeunes qui ne sont pas occupés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer à la zizinette, monsieur Eric Fopoussi. Je suis désolé. À la quoi? À la zizinette, c'est ce qu'on dit, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont obligés de jouer. Où est le rapport? Il y a un rapport. Il y a un rapport, monsieur Eric Fopoussi. Les jeunes ne sont pas occupés. Les jeunes flânent. Qu'on le dise à monsieur le préfet. Qu'on le dise à monsieur le gouverneur. Les jeunes flânent. Vous avez un lieu où les jeunes peuvent s'émanciper, les loisirs. Vous avez des stades où les jeunes peuvent jouer. Vous avez des complexes où les jeunes peuvent démontrer leurs compétences dans le tennis, dans le football, dans le volley, ou je ne sais pas moi, dans le lawn tennis. Il n'y en a pas. Vous avez des salles où les jeunes peuvent aller voir des films. Il n'y en a pas. Et lorsqu'il y a des concerts, ça coûte cher. Les jeunes font quoi? Ils se baladent. Occupez vos jeunes. Une nation qui veut se construire commence par construire sa jeunesse. Donc nous n'avons pas une jeunesse construite. Nous avons une jeunesse qui flâne. À côté de cette jeunesse qui flâne, nous avons le mbanga, nous avons le hashish, nous avons le lop, nous avons tout ce que vous voulez. C'est connu. Le tramol. C'est connu. Ça se vend. Ça marche bien dans les rues de Douala et nos autorités le connaissent. Oui, disons les vérités. Ne tournons pas tout autour. Tous ces gars qui étaient dans la rue ont tiré le lop. Au moins. Il y a le lop qui vient de Turquie, il y a le lop qui vient de Paris. Ça circule. Donc vous dites que ces gens-là. J'ai dit ça circule. J'étais drogué. J'étais drogué, j'étais sur le terrain, monsieur le diable. Tous ils avaient le diable. Les gars sont drogués. Nous décrions ici sur les antennes. Parce que c'est bien quand le préfet gueule. J'aime quand le préfet gueule. J'aime quand les autorités gueulent, monsieur le Fopoussi. C'est bien, mais ils gueulent dans leur bureau. Ils ne gueulent pas dehors. C'est dehors que nous on vit. Vous savez ce qu'il a dit? Non, j'ai dit c'est dehors, monsieur le Fopoussi. Vous savez ce que le préfet a dit? C'est dehors que nous vivons. Monsieur le Fopoussi, c'est dehors. Et ils sont dans le bureau. Non. Et donc, le préfet, monsieur Benjamin Boutoua, dit ce matin à Bombok que si vous connaissez un chef de gang, venez me dire où il habite. Oui. Moi-même, j'irai l'interpeller. Monsieur le Fopoussi, qu'il arrête le gars qui est au niveau de Ndjombe Penja. C'est pas son ressort là-bas. Non, je dis, je commence par les gars de Ndjombe. C'est pas des autorités, c'est vous qui m'amenez sur le chef de gang. On a le gars de Ndjombe Penja que nous décrivons ici tous les jours. Il est assis au péage. Quand tu arrives, yeah man. Quand les gars parlent, yeah man, ils passent le Ndjap. Les voitures passent là. On l'a jamais interpellé. Vous avez ici à Décage, les gens qui font bouillir le Ndjap, c'est ici à Décage. C'est pas caché, monsieur le Fopoussi. Et puis, les jeunes vont consommer ça là-bas et après vont mourir. Mais il y a également tous les carrefours où on le chai. Oui, mais désormais 20 dans un pouce, c'est 20 thermos. On te dit que tu veux quoi? Le simple, le compliqué ou la langue mimbo. Tu dis je veux la langue mimbo, on te sert la langue mimbo. C'est toi qui choisis. C'est connu. Qui ne reste pas dans le bureau, monsieur, qui sort?
Le préfet parle au bureau. Le préfet a demandé qu'on aille le rencontrer. Non, monsieur le Fopussi, qu'il descend, qu'il descend. On va lui montrer la langue bibou. Il peut même goûter la langue bibou, il va confirmer. Tous ces gars sont des gars musclés là dehors. Vous avez vu, ces gars sont pentés. J'ai dit à flot pentés jusqu'au bout. Allez à Niala Parizo. Vous allez voir, monsieur Eric Fopoussi. Vous entrez sain dans une boîte. Vous entrez sain dans un snack bar. Vous ressortez sous comme si vous avez bu. Pourtant, vous avez bu les jus. Les gars qui tirent les jus là. Ils tirent les histoires là. Il y a 3 comprimés différents. Oui. On te choisit. Quand on dit que tu veux la langue Mimbou, on te met la langue Mimbou, monsieur Eric Fopoussi. Cherchez à savoir ce que c'est que la langue Mimbou. Vous tirez, vous. Je dis, ça trouble même ceux qui sont dans la salle. Le préfet parle de quoi? Des choses que nous décrivons, monsieur Eric Fopoussi, au jour le jour. Absolument. Vous avez des gens là-bas à Makéa, vous avez des gens qui arrivent, ils toquent. Il dit que quand on est venu chercher 50 000, on a tout le temps. Si tu veux, tu appelles la police. Pendant que tu appelles la police, on te toquer. Et les yeux sont rouges. Et les yeux rouges, monsieur Eric Fopoussi, non, c'est rouge, c'est petit. C'est feu de l'enfer dans les yeux. Vous-même, vous ouvrez le portail, vous dites que monsieur, c'est pour 5 ans, mais il n'y a pas de problème. Je fais l'avance sur le passé demain. Parce que vous voulez avoir votre sécurité. L'avance. J'ai fait l'avance. Ils prennent l'avance. Ils prennent l'avance. Vous n'avez pas vécu dans un quartier difficile. Oui. Vous avez vu, si on remet les images, vous allez voir un individu qui vient se placer devant le véhicule ici. Il frappe jusqu'à ce qu'il manque de prendre le policier. Le policier a démarré. Est-ce qu'ils étaient armés? Est-ce qu'ils avaient les moyens de défendre? Non, monsieur, il faut possible. Quand on a une guérilla urbaine comme celle-là, qui met 3 jours, 3 jours, monsieur Eric Fopoussi. C'est grave. C'est ça l'image. C'est grave. Il va se placer là. Bam, regardez. Voilà ça. Vous avez vu? Un gars comme ça est sous une drogue là. Hein? Mais et si le policier démarre alors par toi, le civil? Oui. Alors, Dominique Audrey, comment vous avez vécu ces événements-là d'une violence inouïe hein, dans nos rues à Douala ces jours-ci? J'ai regretté l'époque où on disait, quand on regardait généralement dans d'autres pays ce genre de choses, on se disait non, au Cameroun, les Camerounais ont trop peur de ce genre de choses, ils ne peuvent pas se lancer. Les Camerounais sont très pacifiques. Dans ça, mais aujourd'hui, ça vient un peu de partout, on est un peu assailli, on se dit à tout moment, ça peut être dans notre quartier. Moi, j'ai envie de... J'indexe à côté des manquements des autorités, il y a également l'éducation des parents, des enfants à la maison. Parce que de plus en plus, les parents démissionnent. Vous allez voir un enfant à 12 ans, 13 ans qui commence à vous dire « je veux jouer au ballon, je veux faire ceci ». L'enfant est tout le temps dehors et les parents ne maîtrisent pas les compagnies des enfants. Quand vos enfants sortent, vous ne savez pas qui est-ce qu'ils vont rencontrer là-bas. Moi, j'ai mon petit frère à la maison aujourd'hui qui se comporte comme un Yoruba. Il met les culottes déchirées, les matelots. Mais moi, j'ai dit à ma mère qu'il faut faire attention parce que ton fils... Il est comme ça à la maison, mais tu ne sais pas comment sont les personnes qui rencontrent dehors, ce qu'on va lui mettre dans la tête. Il a quel âge, lui? Il a 15 ans. 15 ans. Alors, donc 15 ans, non, à 10 ans, parce que désormais, on a également les gants de 10 ans, 9 ans, 7 ans. On les appelle à Newbel les abeilles. Quand les abeilles sortent à Newbel, attention, ces enfants-là, ne regardez pas seulement leur petit âge. Ils ont 9 ans, 8 ans, 10 ans, on les appelle les abeilles. Quand ces enfants-là sortent, je vous dis, faites attention, ces gars-là vous mettent mal à l'aise. Donc, il faut dire ça aussi. On a maintenant un groupe de... Vous allez voir, peut-être les 2 garçons en eux-mêmes, ils n'ont pas eu de problème. Hein. C'était un coup de poing et c'est passé. Mais quand il va rentrer raconter à son combi au quartier qui s'est peinté, zoomé, il va dire non, tu ne peux pas laisser ça. Non, ne laisse pas, on va aller gérer le retour. Et bam, c'est parti. Peut-être les principaux concernés pour eux, c'était juste une affaire comme ça. Et la pauvre fille. Oui, bien sûr. Après, non, vous savez comment on appelle ça? Vous savez comment on appelle ça? Parfois, ils appellent ça, parce qu'après, ils ont un langage très codé. Hein. Il ne sait pas que c'est une petite, il va dire que, mec, Joe, il y a un boy là, il m'a manqué de respect. Sur un dossier. Il a fait un manquement de respect. Donc, il y a ces codes-là. Parce qu'il a parlé. Il faut que ceux qui nous dirigent comprennent. Oui, monsieur, il faut je vais préciser. Lorsque nous sommes dans un environnement et une république où l'impunité a fait son siège, ça donne la latitude à tout un chacun de faire ce qu'il veut, comme il le pense et à l'heure qu'il veut. À Obala, on a sanctionné qui? À Ezeka, on a sanctionné qui? À Saint-Mélimon, on a sanctionné qui? On en parle. Alors, bon, Bengan, je pose la question pour que vous répondiez rapidement. Alors, hier à la réunion, j'ai entendu le gouverneur Iva Dibois du littoral instruire le préfet de Djouvoury, M. Mboutou Benjamin, de s'assurer que les bars seront désormais fermés à une heure raisonnable. Alors, vous pensez que dans une ville comme Douala, c'est possible
comme ça de s'attaquer à ces bars-là. Il a d'ailleurs dit que si le gouverneur lui-même a dit que si on vous dit que ces bars appartiennent à des grosses pontes, à des personnes très bien placées, dites-le moi je vais m'assurer de les fermer, ces bars-là, personnellement. Un discours aussi offensif, aussi autoritaire, pensez-vous que ça pourra prospérer d'ici 2-3 semaines? On verra des bars qui vont fermer à Douala facilement. Alors qu'il faut. Et comme dit Thomas, je ne lis pas la Bible, mais j'attends de voir. Oui. J'attends de voir. Mais il faut quand même dire, le préfet va répondre aujourd'hui avec un ton autoritaire. Je veux bien qu'il respecte la loi. C'est pour ça que je vous ai parlé de procureur aujourd'hui. Parce qu'en réalité, les ventes emportées, les bars dancing et tous ces snacks ont des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Tout à fait. Pourquoi on laisse les bars qui sont supposés fermer à 20h aller jusqu'à 6h le lendemain? Oui. Donc ce n'est pas possible. Encore faut-il clarifier leur licence. Oui, Est-ce des ventes emportées? Est-ce des snacks? Il faut bien qu'on... Il faut bien, voilà. Absolument. Et là, c'est le lit, le bouillon de culture des bandits. Tout à fait. Vous allez faire comment? Donc il faut qu'ils les ferment, comme l'a dit le gouverneur. Ok, Monsieur Eric Fopoussi, je dis au gouverneur qui est un homme épris de paix et que je respecte beaucoup de ne pas fermer les bars. Parce que fermer les bars, c'est les envoyer dans l'obscurité totale. Et dans l'obscurité totale, on développe des choses que vous ne pouvez pas. On contrôle encore dans les bars. Pourquoi, Bamba? Laissez-moi vous dire, nous sillonnons la nuit. Nous sillonnons la nuit pour avoir des doux sillonnons. Il y a des endroits où, monsieur, il faut que si vous descendez, il n'y a pas de bar, tout est fermé. Mais les chaises sont derrière. Les gars sont assis, boivent dans le silence. Lorsque la police arrive, il dit que c'est nous les gars du quartier, on cause. Vous voulez nous chasser qu'on pas dormir. Autodéfense. Mais monsieur, faites attention, Baba. Faites attention, ça va développer une autre économie parallèle. Donc oui, fermez, il n'y a pas de problème. Mais sachez que désormais, vous allez voir comme on voyait à Bonabo. À l'époque où le préfet au Calabila avait fermé un ensemble de bars, on voyait à Bonabo. C'était écrit sur les murs, si 18h te trouve dehors là où 18h t'a trouvé, ne rentre pas au quartier. Parce qu'on est éveillé et on n'est pas sous. Voilà. C'est justement là, comme ça la mêle. Les autorités doivent nous montrer que l'État n'est pas allé. Non, mais il faut expliquer à ceux qui arrivent nouvellement à Douala que Douala a un fonctionnement. Si on ne comprend pas ça, on est complètement... J'ai vu des commentaires juste après l'interview du préfet ce matin. Les commentaires que nous recevons sur nos différentes plateformes sont des commentaires qui disent on va aussi voir avant d'accepter. Et tous sont tout à fait sceptiques quant à la réussite que le préfet fera de cela, puisqu'ils estiment que il a commencé de mauvais bout. On espère qu'il fera un bon travail. Nous souhaitons, nous les médias, l'accompagner dans ce qu'il fait, mais nous voulons aussi lui dire la vérité par rapport à comment fonctionnent certains quartiers à Douala. Voilà. Le chanvre indien, tous ces endroits. Aujourd'hui, les abeilles dont vous parlez, c'est désormais ces petits enfants qui commercialisent. Ce sont eux qui distribuent le jam. Que le préfet mette les gens sur pied pour arrêter ces différents individus. Si on arrête les comités, comment on l'appelle, d'autodéfense. Autodéfense, oui. En tout cas, comité de vigilance. Comité de vigilance. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet parce que Douala, c'est une histoire et on voudrait vous partager avec vous le quotidien de ceux qui vivent à Douala parce que il faut qu'on sanctionne. C'est intéressant de voir ça. On doit sanctionner avec la dernière énergie ce type de personnes et rendre public les sanctions qu'on inflige à ces différentes personnes. Vous allez voir, ça va arrêter. Ça va s'arrêter. Et qu'on commence par bas là, on remonte la chaîne pour toutes ces différentes personnes. On arrive jusqu'à Douala avant de sanctionner. Qu'on commence par Douala. Qui sont les commanditaires? On commence à Douala. Alors, non, on ne peut pas commencer à Douala. Ok, Karine. Alors, Karine, allons-y rapidement. Oui, le deuxième sujet, c'est ces manifestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Ibolova et puis aussi à Yaoundé, reprimées dans les images que nous avons sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont été blessés, des coups de poing qui allaient dans tous les sens. La police sur place n'a pas vu d'un bon œil ces manifestations et vous allez voir en image comment est-ce que beaucoup de personnes ont été même blessées, des yeux qui ont été gommés, donc les images ne sont pas très agréables à voir. D'accord, en tout cas ce qui est intéressant c'est que la plupart des commentaires qui ont fait suite à cette violente répression, c'est que l'on sortait d'une sanction des États-Unis qui tensait le Cameroun sur le respect des droits de l'homme et quoi de plus fort que de dire que oui, vous avez raison au Cameroun, on empêche les partis d'opposition, les partis d'opposition à manifester, alors que dans le même temps, certains partis politiques
bénéficie de la magnificence, de la magnanimité des sous-préfets, le RDPC qui a fait un meeting également, qui a fait une réunion publique également ce week-end. On a aussi le PADEC de Jean Djimomo qui a également fait un meeting ce week-end. Donc cette politique du 2 poids 2 mesures commence un tout petit peu à agacer les Camerounais Boro-Bengan. Oui, absolument. Oui. Moi, j'avais proposé au sous-préfet d'abord au niveau de Sambelima qu'il pouvait organiser et accepter les deux meetings, même si c'est dans la même journée. Oui. L'un peut faire son meeting le matin, l'autre partie l'après-midi. Mais comme c'était à 2 jours, l'un fait son meeting vendredi, l'autre fait le samedi, ça ne dérangerait pas. Maintenant, parce qu'il a dit il n'a pas le moyen. Mais à Yaoundé, il y a le moyen. Donc, il s'est donc trouvé qu'on pouvait quand même empêcher les gens de venir au lieu de meeting. Ça veut dire que celui qui déclare sa manifestation, la loi lui incombe, j'allais dire, la responsabilité d'étude. Donc, comme c'est l'autorité administrative, il veille à l'ordre public. Oui. Il discute avec l'organisateur du meeting en disant voilà, mon meeting c'est 2 heures, nous, voilà, les gens viendront des quartiers, voilà. Et les quelques éléments de force de maintien de l'ordre qu'on a, voilà, on encadre. Et vous chantez, vous faites tout ce que vous voulez, 2 heures après, vous repartez. Absolument. Moi, je pense que ça pourrait... Malheureusement. Voilà, ça va même baisser la tension sociale. Malheureusement, d'ailleurs, je rappelle que c'est une question, parce qu'en réalité, on est des dirigeants, parfois on se pose des questions sur nos dirigeants. Je veux dire, à un moment donné, nous on sort d'un rapport des États-Unis où on nous dit que nous sommes dans la violation des droits de l'homme, chose que nous refusons parce que depuis l'autre jour, on dit non, le Cameroun est un pays, état de droit, on respecte tout ça, mais sauf que 2 jours après, on voit des images qui abondent de personnes avec les yeux cochés, des personnes avec le sang et tout ça. Ça n'honore pas le Cameroun. Les gens doivent prendre conscience de ça. Et encore, je vous dis parce que je suis totalement outré de ça, un administrateur civil, il a même été un adjoint du sous-préfet. Comment quelqu'un peut montrer une telle ignorance d'une loi de 90, une loi sur laquelle il est censé travailler tous les jours? Je veux dire qu'on est quitté depuis 90 du régime d'autorisation au régime de déclaration au Cameroun. Quel que soit le cas, la seule nuance qu'il y a entre les réunions et les manifs, c'est que pour les réunions, vous déclarez 3 jours à l'avance et pour les manifs, c'est 9 jours à l'avance. Donc, c'est la seule nuance. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça est sous le régime de la déclaration. On déclare sa manif, on déclare sa réunion publique. Il n'y a pas d'autorisation qui veulent. Sauf que, évidemment, et c'est ce que nous reprochons, c'est que la loi a permis aux sous-préfets d'interdire. Et comme ils interdisent, on imagine qu'interdire est une absence d'autorisation, ce qui n'est pas le cas en réalité. Ce qu'on demande aux sous-préfets, c'est une déclaration. En tout cas, on ne lui demande rien. On déclare juste. On lui annonce. En réalité, on lui annonce comment faire une réunion ou une manif. Alors, Karine, on poursuit rapidement. Oui, on n'est pas loin d'un autre éboulement à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Un craquement de la chaussée au lieu dit boulevard de l'Évêché, dans le 1er arrondissement de la ville, entraîne une rupture de la chaussée et de la terre aux abords de la route. Les populations redoutent que les habitants situés en contrebas du lieu de l'incident soient engloutis par la terre. L'incident est survenu après de fortes pluies tombées dans la ville ces derniers jours. Une nouvelle menace alors que le drame du quartier Ngouaché se dissipe peu à peu. Alors, ce qui est intéressant à relever ici, c'est que cette route dure d'au moins 26 ans, 90-95, lorsqu'on faisait la route Bafoussam-Fumban, le boulevard de l'Évêché, on peut l'évoquer ici, on peut également évoquer la rupture de la buse entre à Banja, on peut également évoquer un cas similaire entre Baganté et Bandianse, évidemment. Donc, on peut s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas eu un événement sismique à l'ouest du Cameroun, parce que nous sommes presque dans l'expertise et beaucoup d'experts commencent à s'interroger pour trouver des causes beaucoup plus profondes que ça. Bon, Bengan, juste un mot. Je vous ai dit, lorsque le Lambopi ou le Kondi que vous voyez ici, lorsque vous voulez procéder à la mise de buse ou tout ce que vous voulez, vous transférez le lit à un autre d'eau, vous déliez le lien qu'il y a entre l'eau qui coule et l'eau qui est en bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque nous agressons la nature, nous ne savons pas à quel niveau se trouve l'eau qui est sous le sol. D'accord. Okay. Et c'est une chaîne montagneux. Quand vous voyez les ravins, ce que vous appelez ravins,
Nous pouvons amasser les ordures ici en haut, taper la terre, damer comme on veut, mais ce qui se passe en bas, sans même qu'on ne parle de ce. Merci Bobo. On n'a pas le temps malheureusement de creuser cette question beaucoup plus. On va, madame, monsieur, basculer au plateau B avec Constilamine. Constilamine, bonjour. Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui nous accueille encore ce matin dans le cadre de cette vente promotionnelle et surtout la présentation de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, mais également Von Bio Lotion. Nous allons tout de suite commencer par le Von Bio Oméga 3. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs, c'est un complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Oui. Bien entendu, chers téléspectateurs, vous qui êtes diabétique, alors c'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également, chers téléspectateurs, d'assouplir nos articulations tout en nous permettant de garder la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. Voilà comment la boîte se présente, à ne pas confondre avec d'autres Oméga 3 que vous retrouverez sur le marché. Von Bio Oméga 3 est un label de qualité, est une marque de qualité commercialisée au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors parlons du prix, vous l'avez officiellement à 6 000 francs, mais dans le cadre du concept Salaka, vous l'avez à 5 500 francs, votre complément alimentaire 30 gélules à l'intérieur d'une boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion, de ce lait de toilette pour diabétiques qui permet non seulement d'embellir la peau des diabétiques, mais également de protéger la peau des diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Les laboratoires Celorex ont mis sur le marché mondial un lait de toilette uniquement pour la peau des diabétiques. Vous le retrouverez bien entendu ce lait de toilette à 6 000 francs tant pour moi. Je dis bien 6 000, votre lait de toilette pour diabétique, toujours en vente au magasin 1001 tapis. Merci. En face du Palais d'Ika. Et ceux qui ont besoin de passer des commandes, appelez directement le concept Salaka à nos numéros de téléphone, quelle que soit votre ville, quel que soit votre quartier, quel que soit le pays, appelez directement le concept Salaka et passez votre commande dès à présent. Merci beaucoup et rendez-vous au téléphone. Vous êtes exceptionnel de talent. On va, madame, monsieur, tout de suite prendre interpellation. À tout de suite. Bon, en passant, en ce qui concerne cette nouvelle et les idées que peut apporter au Cameroun, il a banni franchement ce qui est rien à la société, le mot qu'on appelle le cribanisme, parce que c'est franchement fréquent. Et quand il y a le cribanisme, on intéresse beaucoup plus une tribu qui vient de l'Ouest. Et ce qui n'est pas tout à fait normal. Nous sommes tous des Camerounais et que nous pensons aller ensemble pour l'amour de notre cher pays, à bannir cela. Et mettre franchement sur pied ce que nous appelons le vivre ensemble. C'est ce que franchement il faut, franchement, le vivre ensemble. Donc ça a sa place à bannir le cubanisme et instaurer franchement le vivre ensemble. Alors, un petit commentaire, Bengan, de ce qu'a dit le compatriote en 30 secondes. C'est ce que nous voulons. Comment, j'allais dire, se vivre ensemble. Comment vivre en communauté? Nous avons des communautés d'origine pour chacun. Et comment parvenir donc à être dans la République comme citoyen et sans stigmatiser les autres. D'accord ou pas avec ce qu'il a dit? Non, je suis d'accord. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Alors, on va parler maintenant des prestigieux programmes Executive Certification and MBA de l'Institut universitaire de la Côte, madame. Et donc, pour en parler, ils sont trois sur ce plateau. D'abord, docteur ingénieur Douma Jean-René, coordinateur Executive Programme à l'EUC. Bonjour. Bonjour, monsieur Fopossi. Voilà, et monsieur Ngongan Achille, coordinateur adjoint exécutif programme de l'UIC et chef de la division des relations avec les entreprises. Bonjour, messieurs.
Bonjour Eric. Voilà. Et la dame sur le plateau B, Madame Simo Vani Wandoline, étudiante deuxième année à l'IUC, EMBA, bonjour. Bonjour Monsieur Eric Fopossi. Alors, je commence par vous, hein, Monsieur Dr Douma. Pouvez-vous nous parler brièvement du prestigieux programme international exécutif MBA de l'Institut universitaire de la Côte? Merci Monsieur Fopossi de nous recevoir sur ce somptueux plateau, une émission à laquelle nous sommes tous fidèles, 10-12 Zénith. Vous savez que l'Institut universitaire de la Côte est le leader national en matière de formation au Cameroun, d'où le slogan « Le pôle de l'excellence en Afrique ». Et cette année encore, nous avons été classés premiers officiellement dans les examens officiels. Et le fondateur, il y a donc 3 ans, sur une demande persistante des chefs d'entreprise, a lancé les programmes destinés aux chefs d'entreprise, Executive Master of Business Administration et Executive Certification. Ce matin, nous allons parler particulièrement d'abord de Executive MBA, qui est donc un programme qui a été lancé pour les cadres et dirigeants des organisations et qui est déployé en partenariat avec les institutions telles que l'ESSEC de Douala, qu'on ne présente plus, et de prestigieuses universités internationales. Le programme vise la transformation des comportements des dirigeants, parce que nous avons constaté que beaucoup de dirigeants n'appliquent pas ce qu'ils apprennent, et ce programme vient donc leur dire de faire simplement ce qu'on leur apprend, et il est déployé sur 2 années, en réalité 4 semestres, parce que c'est le système LMD, c'est un bac plus 1 spécial. D'accord. Alors, Monsieur Dr Douma, quels sont vos partenaires stratégiques de ce prestigieux programme Executive MBA? Alors, le prestigieux programme international Executive MBA est différent du MBA. Le MBA est moins exigeant. Oui. L'exExecutive MBA, je le rappelle souvent, là où un MBA n'a pas réussi, on appelle un Executive MBA, il devrait réussir. Donc, pour cela, il faut le positionner sur le plan purement international. Au niveau national, c'est l'ESSEC qui en est la tutelle académique. Au niveau international, le fondateur a passé des partenariats stratégiques, bien sûr, avec Georgetown University à Washington, D.C., la première université américaine en matière de formation de dirigeants et de hauts cadres. Et puis, avec Shada University en Inde, également la première université en Inde, une université privée, mais le classement officiel révèle que c'est la meilleure université en Inde, pour que ces 2 partenariats-là, y compris l'ESSEC de Douala, puissent donc faire en sorte que ce programme soit suffisamment compétitif sur le plan international. Très bien. Alors, Madame Simo, je vous demande de prendre le micro, je vous en prie. Alors, dans le cadre de votre formation en exécutive MBA, vous venez de participer à un grand séminaire sur l'intelligence émotionnelle en Inde. Pouvez-vous partager vos impressions pendant ce séminaire avec nos téléspectateurs? Oui, Monsieur Rifopossi, mes impressions sont positives dans la majorité. Je voudrais dire sur une échelle de 1 à 100%, elles sont au-delà de 99%, pour ne pas dire 100%, parce qu'il y a toujours un peu de négatif dans tout ce que nous faisons. Donc, avoir l'opportunité de participer à un séminaire sur l'intelligence émotionnelle dans un pays, si nous nous rappelons bien de cela 10 ans ou 20 ans ou bien 50 ans, avec presque les mêmes problèmes socio-économiques que le Cameroun, ça nous permet d'avoir ou d'affronter les difficultés que nous rencontrons d'une manière un peu plus différente. C'est-à-dire, on essaie d'apprendre de leurs difficultés, on essaie de prendre un peu de leurs expériences. Comment est-ce qu'ils ont pu aborder certaines difficultés autour de leur parcours, vers le développement, vers un taux de croissance économique aussi rapide en moins de temps, ou en peu plus de temps en moins de temps que le Cameroun, parce que 30 ans plus tard, ils sont bien au-delà du Cameroun. Donc, les expressions sont fortement positives. Elles sont fortement influencées par les personnes que nous avons rencontrées en Inde, par la culture indienne même, qui est totalement différente de la culture camerounaise. D'accord. Alors, vous étiez également en Inde. Comment vivez-vous les transformations comportementales de ce séminaire à titre personnel et au sein de votre entreprise, Madame Simo? Oui, je vais partir sur votre introduction, l'introduction que vous avez donnée au départ de cette émission en disant nous avons fortement besoin d'un réveil comportemental au Cameroun. Très bien. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est le réveil comportemental.
c'est-à-dire apprendre de ses difficultés, apprendre, se comprendre et se savoir, connaître qui nous sommes, c'est-à-dire quelles sont mes émotions, quels sont mes feelings, qu'est-ce qui m'anime réellement et comment gérer cela. Savoir comprendre celui qui est en face de nous, savoir comprendre notre prochain. Et je crois que c'est un des problèmes fondamentaux du Cameroun, du gouvernement camerounais. Ils ne savent pas comprendre quel est le problème véritable du Camerounais. Ils ne savent pas se mettre à la place du Camerounais. Très bien. Et c'est ça un exemple. C'est ça un exemple même de l'intelligence émotionnelle. Il nous permet de nous mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre ressent et qu'est-ce que l'autre vit? Comment est-ce qu'il fait face à des situations? Comment il fait face à des problèmes qu'il confronte? Est-ce que moi, à sa place, je pourrais m'en sortir dans ce cas, pouvoir faire face à ce problème? Donc, c'est ça l'importance même de ce séminaire. Ça veut dire, il m'aide non pas seulement moi à augmenter mes capacités, mais à mieux comprendre l'autre, à mieux comprendre autrui et à mieux interagir avec autrui. Dans mon entreprise, il me permet fortement d'augmenter mon effectivité en équipe et de pouvoir accroître la productivité de ma compagnie. D'accord. Alors, Monsieur Ngongon, c'est à vous. Hein. L'Institut universitaire de la Côte est en train de lancer son programme Executive Certification. De quoi s'agit-il et quels sont les avantages distinctifs de ce programme Executive Certification? Rapidement, puisque le temps est complètement écoulé. Allez-y, rappelons, Monsieur Ngongon. Merci, Eric. Le Executive Certification, c'est un Executive Certification in Global Management. C'est une formation d'élite destinée aux cadres d'entreprise, aux entrepreneurs, aux chercheurs, aux porteurs de projets et à toute personne qui aspire diriger ou encadrer une équipe. Le Executive Certification également est une formation destinée aux personnes qui ambitionnent pour suivre les études universitaires. Car imaginez, Eric, que dans une entreprise, vous avez des responsables qui ont plusieurs années d'expérience, qui n'ont pas de diplôme et qui acceptent chaque fois encadrer des jeunes diplômés fraîchement sortis de l'école et qui, après quelques années, deviennent subitement les chefs. Or, le Executive MBA, Certification in Global Management vient mettre la pendule à l'heure. Donc, il est question ici pour tout chef d'entreprise, tout responsable qui a le baccalauréat ou un probatoire avec plusieurs années d'expérience de postuler à ce programme. Ce programme offre également plusieurs avantages. À la fin de chaque séminaire, vous obtenez un certificat. Vous obtenez à la fin de la formation un certificat global sur le Global Management. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir un bachelor en administration des affaires ou un master qui a un diplôme de ISTEC. C'est aussi faire un séminaire à l'international. Et vous avez également des experts qui interviennent dans ce programme. Et puis c'est un programme flexible, ce qui dure 6 à 7 mois. C'est flexible, vous l'avez dit. Oui. Merci, Eric. D'accord. Merci infiniment. Alors, une dernière question pour Monsieur Douma. Quelles sont les conditions d'admission, les dates de rentrée scolaire et vos contacts rapidement? Alors, pour Executive MBA, il faut avoir un bac plus 3 et minimum 3 années d'expérience. Pour Executive Certification, mon collègue l'a dit, c'est un probatoire ou un bac avec plusieurs années d'expérience. Date de rentrée? Pour passer par la validation des acquis. Date de rentrée, c'est déjà pour Executive Certification demain. Mais quelques dossiers sont encore acceptés. Et puis, Executive MBA, c'est la semaine prochaine, le 12 novembre 2019. Vous pouvez nous contacter au 699 000 170. D'accord. 699 00 170. D'accord. Ou nous visiter au campus d'Aqua ou à Lukbissou. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, et bonne continuation. Mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. On se retrouve demain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.